Les hommes font paraître leur folie en 5 occasions. Lorsqu'ils établissent le bonheur sur le malheur d'autrui, lorsqu'ils entreprennent de se faire aimer par la rigueur, lorsqu'ils veulent acquérir la science au sein de la mollesse et des plaisirs, lorsqu'ils veulent se créer des amis sans faire des avances, et lorsqu'étant amis, ils ne veulent rien faire pour secourir leurs amis dans le besoin. Voilà la triste réalité. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce jeudi 19 novembre de l'an de grâce 2020 pour cette nouvelle édition de DBS Matin, la 4e du genre de cette semaine. Vous connaissez déjà le principe de cette édition, nous sommes là pour décrypter l'information. Et entre 7h et 9h, c'est ce que nous faisons justement sur ce plateau. N'oubliez surtout pas, au cours de cette édition, nous allons nous intéresser justement au pillage du bois sur le continent africain, au pillage justement de la forêt, et nous saurons justement ce qui se passe sur le continent africain. Où va ce bois? Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, quand on se rappelle que 359 conteneurs ont disparu du port de Port-Gentil du côté de Libreville, en fait du côté du Gabon, et on parle bien sûr du bois de Kevazingo. Et d'ailleurs, de ce côté-là, jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas encore trouvé de solution à cette enquête. Et d'ailleurs, là-bas, on appelle cette affaire le Kevazingo Gate. Allez justement savoir pourquoi. Mes deux mousquetaires sont là ce matin pour la revue de presse. Jackson Joe, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite pour saluer ceux qui nous regardent du côté de Kumba. Pourquoi? Oui, mais je les salue. Pourquoi vous posez-vous la question? Ils sont nos compatriotes du côté de Kumba. Parce que vous êtes arrêté à ça, Kumba. Kumba. Je ne voudrais pas continuer, mais Kumba, les populations de Kumba, je les salue ce matin. D'accord, très heureux de vous avoir sur le plateau ce matin. J'espère que la nuit a été. Oui, très bien. Vous allez bien? Je vais très bien. J'espère que vous allez bien d'ailleurs. Parce que à dire qu'on va bien, parfois on va pas bien. Mais on le dit quand même. Mark Venasius, good morning and welcome. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. Steve, like Jackson, you know, Steve, your brother is first your neighbor before your brother. I think that most of the time your neighbor, yes, is your brother. Yes, more than your brother. Yes, because those are the people you live with practically on a daily basis. If anything happens to you, it is your neighbors first who comes to your aid before you can even call your brother who may be in another quarter or in another town, if not in another country. So I would like to extend greetings to my neighbors, those who live around me in the same neighborhood. I'm thinking of Pastor Amo Benjamin. Pastor Amo Benjamin, you know, he watches at DBS Matin every morning, and he is there watching us now in our quarter behind there at Bois de Senche. And I think of Mr. Fale Romanos, is my neighbor as well. I think of Mr. Yonker Charles, he is my neighbor as well. And I think of Mr. Wilmam Emmanuel. These are my neighbors, those with whom we live on a daily basis, Steve. And I wish them a good day this Thursday. C'est fini? For today. C'est tout les voisins? No, just for today. I'm talking about my immediate neighbors, the 4 people who surround me. Je pensais déjà que là, bon, vous commenciez à citer presque tout le quartier. At least from tomorrow. From tomorrow, the list will increase. Parce que ceux que vous n'avez pas cités, ils vont pas vous aimer ce matin. That's why I say the list will increase tomorrow. Those whose names have not come up will likely come up tomorrow. Parce que bon, là, je ne sais pas comme ça de ce qui va vous arriver. Messieurs, bienvenue à vous ce matin pour la revue de presse. Mesdames, messieurs, bienvenue également à vous tout de suite et maintenant. La première partie en langue anglaise avec Mark Venasius. For this Thursday, November 19th, 2020, we begin press review with the Guardian Post newspaper, the only English daily, telling us on page 3 that government bans Ambazonia-like Nordinist movement. The paper tells us that Minat Boss says the pressure group Mouvement 10 Millions de Nordistes poses serious threat to peace and national unity. But promoter fires back, insisting that they are unstoppable. Then in the National Assembly, government tables bill in Parliament to boost tax revenue. And in sports, according to this daily,
Cameroon's football crisis deepens despite FIFA's intervention. The Post-Weekender on page 2 today tells us that the Southwest DDR Center admits 11 fresh ex-combatants. Then we read on page 3 that parents and families whose children will not be registered after birth will in the coming days be sanctioned. And in politics on page 4 we read that traditional rulers and municipal councillors begin receiving registration cards ahead of December 6th regional elections. We take the government-owned Cameroon Tribune on pages 2 to 3, looking at security dispositions, especially at this end of the year, telling us that everyone is awake, as on instructions from the head of state, chief of armed forces, the minister delegate at the presidency of the republic in charge of defense, Joseph Betty Asomo, presided at an evaluation meeting to reawake the security apparatus of the country so as to enable them adequately supervise regional elections and ensure a serene end of year festivities. Then on page 38, the National Daily in sports, covering the Chantal Biya cycling race, says Moise Mugisha from Rwanda won the first lap of the race in Douala yesterday ahead of Cameroon's Michel Tienche. And the paper informs us that the next lap today is running from Akonulinga to Abongbang, covering a distance of 140 kilometers this Thursday. On regional elections on pages 8 to 9, the paper looks at how traditional rulers finance campaigns, even as the law does not make provision for them in the state funds for the campaigns. And the paper tells us that they are coming up with ways to carry out the exercise. We take Le Messager newspaper informing us that there is fear at the summit of the state. On page 3 we read that for Atanganji, the movement 10 Millions de Nordistes is distinguishing itself through publications that are a threat to national unity and peaceful coexistence between different national communities. On page 7, about neonatal mortality, the paper states that there are close to 150,000 premature births in Cameroon. We take Le Jour newspaper on page 6, looking at developmental plans in Cameroon, asking how Cameroon will finance her 10-year development strategy. And Defi Actuel newspaper on their part looks at Vision 2035, the ambitions of National Strategy for Development, quoting the Minister of Economy and Regional Development, Alamin Ousmane Meh, who says we should overcome the challenges of development by accelerating growth in the country. Then we take papers out of Cameroon, beginning from next door, Nigeria, with the Vanguard newspaper that reports that President Buhari has described Governor David Umahi of Ebonyi State's defection from the PDP to the APC as a bold move that is based on matters of principles, and the information was made public by Buhari's senior special assistant on media and publicity yesterday evening. In South Africa, the Sowetan Live newspaper today is talking about sports, saying South Africa's preparation for a limited overs home series against England in cricket suffered a jolt, with 3 players placed in isolation after one of them tested positive for COVID-19. And the paper says nearly 50 tests were conducted before players and support staff entered their biosecured base in Cape Town. East of Africa, the Herald newspaper informs us that a 3-member tribunal led by retired Judge Justice Simbi Mobako was sworn in yesterday by President Mnangagwa to inquire into the fitness of suspended High Court Judge Justice Erika Ndewere to hold office. Then the New Times newspaper in Rwanda reports that Team Rwanda cyclist Moise Mugisha on Wednesday won the first stage of the Grand Prix Chantal Biya cycling race in Cameroon. The 22-year-old used 2 hours,
15 minutes 41 seconds to cover the 92-kilometer race in Douala and was given the yellow jersey. In Uganda, the Daily Monitor newspaper tells us that the NUP party president, Robert Kagulanyi, aka Bobby Wine, spent the night in jail amidst call for end to police and army brutality. Out of Africa, the Guardian newspaper in Britain says Prime Minister finds £16.5 billion for defense as foreign aid budget faces huge cut, with an international expert pointing out that this shows that if the government needs to find money, then they can. We have that in today's edition of the Guardian newspaper in Britain. And we end with the Scotsman newspaper in Scotland that says there is absurd lack of transparency in Scotland's COVID-19 planning. Steve, these are some of the information that we could have for papers home and abroad this Thursday morning. C'est à la une de The New Times qu'on va aller d'ailleurs retrouver le vainqueur de ce tour qui a eu lieu ici à Douala même. Yesterday, au Rwanda. Yesterday. Et c'est un Rwandais qui a gagné. It is a Rwandan who came in. But Steve, oui, mais aucun journal camerounais n'en a parlé ce matin. No. Cameroon Tribune spoke about it as well. Ce n'est pas la une. Ah, yeah, okay. Voilà. That's, yeah, il faut bien qu'on se parle bien. Hein. C'est aussi je crois que c'est la première étape. C'est la première étape. Bon, il faut quand même en parler. But that was the beginning, Steve. You know, two things. They say when they talk about highlight of sport, the beginning and the end. So at the beginning, we would have expected that Cameroonian newspapers will also cover them. Justement, like une grande une, justement pour nous faire comprendre qu'il y a, pour ce premier tour, c'était 92 km. Actually, 92 km. Voilà, 92 km. Voilà pourquoi hier, d'ailleurs, dans l'arrondissement de la 3e, c'était carrément fermé un peu partout. The victory was painful for Cameroonian Michel Tiencho because both players, that's first and second, they used 2 hours, 15 minutes, 41 seconds each of them. Actually, and they had to use the camera to get the first wheel of the bicycle that crossed the line first. So you see that it was quite a tight race. Est-ce pour cela que les journaux camerounais n'ont pas parlé de ce Rwandais qui a gagné cette première étape? That is what Cameroonians have done this morning. That is their own. But luckily I was there to, at the finish line also to see what happened, and that is what caught my attention. Bon, d'accord. Le second tour c'est aujourd'hui, bien c'est demain. It is continuing today from from Akonolinga to Abomban. Bon. Allez savoir justement. On espère tout simplement qu'on verra bien sûr un Camerounais à l'arrivée et que les journaux camerounais prendront justement. Now talk about. On va également retenir la grande une de The Guardian Post ce matin qui nous parlait du gouvernement qui interdit le mouvement des habitants du Nord de type amazonien. Actually. Ah bon, ok. C'est pas moi qui le dis, c'est le journal qui l'a dit. Tout de suite, prenons les journées au quotidien dans la langue de Molière avec Jackson Jock. Eh bien, le dispositif sécuritaire est mis en branle. Donc, Steve, tout en éveil, nous fait savoir le quotidien Cameroun Tribune. Selon le canard gouvernemental, sur haute instruction du président de la République, chef des forces armées, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a présidé hier une réunion d'évaluation en vue de rôder la machine dans la perspective d'un encadrement adéquat des élections régionales et d'un déroulement serein des fêtes de fin d'année. À lire dans les colonnes du même journal, bras de fer FECAFOOT LFPC, encore plus de flou. Une correspondance ambiguë de la FIFA est diversement interprétée par les deux instances en conflit qui annoncent chacune le lancement de son championnat national le week-end prochain. Dans ce processus sécuritaire, le désarmement et la réintégration sont nécessaires, d'où le titre du quotidien Mutation coûte que faille, pour indiquer les 800 ex-combattants accueillis dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest de l'extrême nord du pays. Le comité coordonné par Fayengo Francis aura 2 ans le 30 novembre prochain. Pas de panique, mais la peur, c'est au sommet de l'État, note le quotidien Le Messager, avec justement le mouvement 10 millions de nordistes décapités. Selon le journal, pour Paul Atangandi, ce mouvement s'illustre par des publications portant gravement atteinte à l'unité nationale et à la coexistence pacifique entre les différentes communautés nationales.
Dans cette coexistence pacifique, le quotidien Le Jour nous fait savoir que Equinox TV réaffirme son professionnalisme, d'où cette vision 2035 avec les ambitions de la stratégie nationale de développement que relève le magazine Défi Actuel en indiquant que cette vision 2035 commence par les acquis du DSE, document stratégie pour la croissance et l'emploi, la nouvelle politique d'industrialisation, la nouvelle stratégie de financement et les infrastructures de seconde génération. Tout de suite le Gabon avec le journal L'Union qui revient sur le traquenard de Banjul et se demande c'est quoi la suite. En effet, le journal gabonais qui évoque donc la nuit blanche dans le hall de l'aéroport de Banjul, tracasserie en tout genre, les panthères du Gabon ont connu dimanche soir et lundi en Gambie justement un accueil qui leur est resté en travers de la gorge et qui nuit à leur tableau de marche, d'où les dénonciations de la Fédération gabonaise de football en attendant justement la réaction de la CAF. Au Congo, les dépêches de Brazzaville notent la Chine qui est satisfaite de ses actions humanitaires en Afrique concernant le Covid-19. En effet, l'ambassadeur de Chine au Congo et Antoinette Sassou Nguesso ont fait le point sur la lutte contre le coronavirus, notamment des actions humanitaires menées conjointement par la Chine et l'Afrique. Bonne nouvelle en RD Congo, le courrier de Kinshasa nous fait savoir que le docteur Eteni Longondo déclare la fin de l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur. Le 18 novembre donc marque la fin de la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. Au total, 119 cas ont été déclarés confirmés, 75 personnes ont guéri et 55 décès ont été rapporté. À RCA, le journal Corbeau News évoque l'élection du 27 décembre. Touadéra fait appel au mototaximan. L'un des conducteurs a failli être lynché, nous fait savoir le journal. En tout cas, selon le journal, l'un des conducteurs de mototaxi de la capitale ayant escorté le véhicule du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, a donc à son retour de Bambari lundi dernier a failli être lynché par une foule de mototaximans hostiles. L'homme s'est donc réfugié au sein du commissariat de Bangui. Direction la Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin qui parle de performance économique et gestion de la Covid-19. Le FMI qui félicite la Côte d'Ivoire. Les derniers rapports de l'institution financière établissent que le cadre macroéconomique ivoirien est devenu solide en dépit de l'impact négatif de la pandémie. Et concernant le rapport d'Amnesty International, le gouvernement ivoirien dénonce des contre-vérités. Tout de suite, en France, avec le journal Le Figaro, qui nous fait savoir que l'exécutif ne veut pas rater le prochain déconfinement. En tout cas, le chef de l'État français, qui devrait s'adresser aux Français la semaine prochaine, est partisan d'une sortie anticipée du confinement, mais sans vouloir la précipiter. Terminons par le quotidien sportif, l'équipe avec en Ligue 1, Galtier qui sonne l'alerte. En effet, malgré justement le bon résultat de saison de Lille, deuxième en Ligue 1, Christophe Galtier s'inquiète de la longue absence de Louis Campos. Le conseiller du président remet donc en cause l'équilibre du club et l'avenir de l'entraîneur nordiste. Voilà Steve, quelques journaux à notre possession ce matin. Le reste c'est dans le kiosque ou chez votre marchand de journaux. Ça coûte simplement 400 francs CFA. Il faut également déclarer et le dire haut et fort que si jusqu'à preuve de contraire Lille est deuxième du championnat, c'est parce que Marseille a encore un match en retard. Disons-le. Faut quand même qu'on se le dise. Messieurs, revenons justement avec la grande une de Info Matin qui nous fait savoir qu'à Tangandji, 10 millions de nordistes, c'est fini. D'ailleurs, même le gardien de Pau s'en parle ce matin comme étant un gros problème en fait. Steve, when I read when I read what the Guardian Post is saying, what even Le Messager also spoke about it, I was asking myself that, you know, there are many strategies, there are many ways of handling a problem. We should not think that it is by silencing a group that we solve the problem. Steve, I'm of the opinion that if the consortium in the Anglophone crisis was not dissolved the way it was dissolved, maybe we might not have been where we are today. There are many ways that we would have handled that situation. Est-ce que les 10 millions de nordistes, d'ailleurs, ce mouvement, est-ce qu'il a marché?
Il y en a d'ailleurs combien sur la liste aujourd'hui? It must not necessarily be, you know, protest or marching to say that they are there. According to what the minister thinks is the way they, from their publication, they have been, you know, they have isolated or distinguished themselves as a threat to national unity. But I think that let us try to find out what is this group advocating for? What is their problem? What are they asking for? Put it another way. Qui était derrière? We have our you know, the publisher of L'Œil du Sahel newspaper, Gibai Gattama. Yes. Pas seulement, il y a également Bayrou Fadil, non? Correct. And most of them, those of them who are there, the problem is, what is their problem? Let us look at solving the cause and not thinking about the effect. Because if we keep handling the effect, the cause will keep producing. The cause will keep producing. Mais pourtant, certaines personnes, alors certains observateurs déclarent haut et fort que ce mouvement 10 millions de nordistes, c'est les déçus du RDPC. That is what I mean by we should go to the cause. Yes. Why are they coming out? Why are they Parce qu'ils ont toujours dit que les trois régions, il faut le dire, du septentrion, ont toujours supporté, ont toujours accompagné le chef de l'État camerounais Paul Biya. Malheureusement, ils ont été déçus justement par les réalisations faites justement dans ces trois régions du pays. Look at Marua of recent. Voilà. We've been talking about the issue of floods. It is becoming a gradual, you know, incident in Marua. What is Head of State rounded his campaign in 2018 in Marua. Oui. And they, you know, all of them say they are behind him. Look at what is happening. And so let us try to solve their problem rather than dissolving them. Dissolving them, if we are not careful, we may end up antagonizing them, we may end up radicalizing them, and it may plunge us into another, you know, something unhealthy. Like what is happening in the northwest or southwest region. Bah, je vous repose encore la question, Jackson. Est-ce que ce mouvement marche? Parce qu'on en a parlé à un moment donné, et puis plus tard, plus rien. Oui, ce mouvement marche. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Ce mouvement marche parce que ce mouvement a fait la pression sur les résultats de l'ENAM. Oui. Il y a aussi beaucoup de choses, plusieurs nominations. Ils ont fait pression à l'État. Donc ça marche. On ne peut pas dire que ça ne marche pas. Oui. Maintenant, il y a deux grilles de lecture. La première grille de lecture, c'est d'abord que, je pense que j'ai fait une chronique ici la dernière fois où j'ai dénoncé que ce soit les associations, que ce soit les ONG. Oui. Parce que pour avoir une association, il faut une déclaration. Pour avoir une ONG, il y a deux possibilités. Soit vous avez un agrément, soit alors il y a une autorisation express. Or, dans nos mœurs aujourd'hui, nos autorités, nous sommes dans ce qu'on appelle en droit la religion juridique, la tolérance administrative. Vous ne pouvez pas être dans un pays où vous tolérez tout. Maintenant, on parle d'interdiction. On ne peut pas faire une interdiction sélective parce qu'il y a d'autres mouvements. Pourquoi on ne suspend pas d'autres mouvements? Comme quel, par exemple? Il y a le mouvement 10 millions de pygmées. Il y a même d'autres. Ce sont des mots. Ce sont des 10 millions de pygmées aussi? Oui, il y en a. Il y en a même plusieurs. Je vais vous dire que ce sont même des mouvements de pression. Il y en a même qui se cachent même dans d'autres. Par exemple, le LACAM. Le LACAM fait comment? Le LACAM fait, ce sont des mouvements de pression à l'État. Bon, il y en a d'autres, je peux en citer. Mais je ne comprends pas cette interdiction sélective. Maintenant, je dis que même si on peut comprendre que on peut ne pas être d'accord avec ce que l'État a fait. C'est-à-dire qu'on peut soutenir l'État à un moment donné, on se rend compte que... l'État n'a pas fait ce qu'on voulait. Hein. Absolument. Bon, mais il faut rester républicain. Moi, je pense qu'il faut rester républicain. Lorsqu'on veut ouvrir, justement, une association... Et ici, toutes les régions, justement, créer ces mouvements, 10 millions de machins, ou je sais pas mon Je parle d'abord d'être républicain. C'est-à-dire que être républicain, c'est respecter les lois de la République. C'est-à-dire, on passe d'abord par une déclaration. On ne peut pas créer une association sans déclarer. La deuxième grille de lecture, c'est que je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui ont compris l'évolution du monde. Oui. Et ils comprennent effectivement que les groupes de pression comme ça font à ce que les choses bougent. C'est pour ça que moi je suis même pour. Parce que en réalité ça fait bouger les choses. Si ce n'était pas par exemple le mouvement 10 millions de nordistes, 10 millions de nordistes, on n'en serait pas. Il y a eu des pressions à l'ENA, il y a eu même des pressions dans d'autres nominations où ce mouvement-là demandait beaucoup de choses. Donc c'est un mouvement de pression. Moi je ne comprends pas cette interdiction sélective. Je ne comprends pas ça. Il y en a d'autres qu'on doit également interdire. Parce que je vais vous dire que les ONG au Cameroun, c'est une cinquantaine. Mais il n'y a que 4
qui ont un agrément et je crois que 6 qui ont une autorisation express. Vous n'avez pas également oublié les ONG internationales qui absolument pleuvent quand même, hein, oui, qui ont n'ont même pas une d'ailleurs la autorisation scène. express. Donc je pense que c'est un gros travail. On ne peut pas dire aujourd'hui que le mouvement 10 millions de nordistes est devenu comme une menace jusqu'à ce que le ministre, le MINAT, fasse une sortie pour interdire carrément le mouvement. Alors qu'il y en a d'autres mouvements. Messieurs, on vous a compris parfaitement. En tout cas, jusqu'à preuve de contraire, plusieurs journaux et quotidiens camerounais ont justement traité de cette information au cours de cette matinée du jeudi 19 novembre 2020. On va commencer d'ailleurs avec The Guardian Post qui parle. Le gouvernement interdit le mouvement des habitants du Nord de type amazonien. Il y a également Info Matin qui nous titre ce matin, Tangadji 10 millions de nordistes, c'est fini. Émergence, également, autre journal camerounais lui dit guerre politique dans le Nord, le Grand Nord, à Tangadji interdit le mouvement 10 millions de nordistes. Donc, apparemment, c'est la grande information ce matin. Et puis, on va revenir également avec le désarmement, réintégration, coûte que fait. Bon, d'accord, c'est ce que nous dit Mutation, et sans oublier, bien sûr, que le Guardian Post également s'en charge au cours de cette matinée. As well as the post-weekender. Le post-weekender, justement. Yes, that is informing us that over 11 ex-combatants, you know, ont pris l'initiative justement de déposer les armes, de revenir justement à la vie normale. And were received in the DDR center in Boya. And Steve, this is November, and by the 30th of this month, the DDR center will be clocking another year. But then we want to find out, when you look at it, if you follow what has been happening, is this center really delivering the goods it was meant for? Because if we continue the way we are, we may end up not solving the situation that the head of state intended solving to solve with this center. Because when you look at the inhabitants of this center, they had started asking that they have been in this center for long. They expected that the government should have reinserted them into the society for now. Some of them even started asking that they want to go back. Qu'en est-il justement de ces dispositifs de réintégration et surtout de désarmement? La dernière fois, ils sont d'ailleurs très nombreux, ceux qui en faisaient partie, qui se plaignaient qu'on leur donne pas à manger, on leur dit absolument rien. Il y a plusieurs d'ailleurs. And the number keeps increasing because when I listened to one paper this morning, they were talking of already about 800 of them that have been in these centers. You know, there is one in Bamenda, there is one in Boya, and there is one in the far north. But then, you know, the ones that are heavily that we're talking about them mostly is those involved with the Anglophone crisis. That is what the way, and that's where we are having most of the problem, because they want to go back. They want to go get back to normal life, and to keep them, Steve, I think it's dangerous when we keep them in one place and they start complaining. Because as they start complaining in the same center, sous d'autres cieux, on aurait quand même pu les réintégrer ou alors les intégrer dans l'armée et de faire justement une formation. That's what they have been asking. Formation militaire. That's what they have been asking, that they should. Même si pour certains c'est dangereux. They should. No, Steve, I think it has to do with, you know, mental reformation. When we're talking of reinserting them, they need to re-educate them, give them Republican values. That's why when you see them, almost every day they are with green, red, and yellow, to make sure that they understand that they are Cameroonians. They belong to the country. And when we give them that re-education, they need to come back to the society, because their life will not remain like students in a boarding house. They want to go back to their normal life. Some say they want to go back justement to their family. Travailler. Some have their wives and children. On vous comprend parfaitement. Il est l'heure justement que l'État pense justement à cela. Messieurs, terminons rapidement avec le dispositif sécuritaire désormais et surtout lors des régionales le 6 décembre prochain, et sans oublier lors des fêtes. Et le Cameroun Tribune nous dit que tous en éveil. On a d'ailleurs donné cette consigne au gouverneur de région. Oui, absolument. Et justement, après la conférence des gouverneurs, semestrielle des gouverneurs, et il se trouve que c'est le ministre de la Défense qui a fait donc une sortie hier pour justement essayer, en tout cas sur instruction du chef de l'État, pour essayer de coordonner tout cela, la sécurité. Essayer ou de coordonner? De coordonner. Il y a des meetings. Quand il dit essayer, parce que non, le vrai ministre... coordonner. Quand je parle d'essayer, ça veut dire pas essayer de coordonner. Le ministre de la Défense du Cameroun, c'est le président de la République. Yes. Donc quand je dis essayer de coordonner, ça veut dire que c'est pas lui qui coordonne, c'est le président de la République. On lui a donné cet ordre dont il coordonne. Oui.
c'était une réunion qu'il coordonnait. Et donc, je choisis bien les mots. Essayer de coordonner. Je dis bien les mots, je choisis bien les mots. Donc, en réalité, il est important de le faire parce que vous savez que ici à Douala, on observe cette vague d'agression. d'agression. Et il faut que, généralement, aux approches des fêtes, ça se passe souvent ici dans des grandes agglomérations. Il y a l'insécurité qui est accentuée parce que il y a les pics. C'est vrai que parfois c'est toujours comme ça à chaque fin d'année. À chaque fin d'année, c'est pour ça que je dis qu'à chaque fin d'année, dans des grandes agglomérations. Tous en éveil, ça signifie également que même les citoyens doivent être en éveil. Tout le monde, le monde, parce que tout le monde peut être agressé. Et donc, tout le monde doit être, quel que soit le dispositif sécuritaire qu'on peut mettre en place, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque Camerounais. Donc, tout le monde doit être en éveil. Et donc, je pense que c'est ce qui a été fait hier du côté de Yaoundé. On espère tout simplement que les gens ne vont pas se défendre, hein, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a un autre gros problème, c'est que les gens veulent se défendre contre les bandits. Oui, les gens veulent se défendre parce que les gens ont une mauvaise perception de la justice. Les gens ont le sentiment que lorsqu'on attrape, par exemple, un bandit, tout de suite, il est relâché. Et donc, quand il revient... Il y a toujours les complicités au sein de... C'est une impression. C'est pas une impression. J'ai dit que c'est une impression. Il y a d'ailleurs un journal qui a titré au cours de cette semaine la justice est pourrie. C'est ça, je pense. Je vais vous dire pourquoi c'est une impression. Vous savez pourquoi c'est une impression? C'est pas une impression. Le problème c'est quoi? Ils sont nombreux les malfaiteurs qui ont été attrapés, bastonnés justement par le peuple, mais plus tard lorsque la police arrive, on encadre, on les amène justement à la gendarmerie, bien justement dans un commissariat. 48 heures plus tard, vous revoyez le même gars. Oui, c'est pour ça que je vous dis que je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire, les choses ne se font pas comme on veut dans un pays. C'est-à-dire, ce qui nous tous en société, c'est le droit qui coordonne la société. En droit, on dit ceci: lorsqu'on attrape un délinquant, s'il n'y a pas le plaignant, parce que quand vous vous attrapez maintenant, si même le ministère public n'arrive pas à prendre ses responsabilités, mais on n'a qu'à le lâcher. C'est ça le problème. En réalité, c'est que ce soit les populations, il n'y a personne qui vient en ce moment parce que c'est pas, il ne suffit pas d'arrêter un brigand. D'ailleurs, si on arrête un brigand, il faut prouver qu'il a fait quelque chose et porter plainte. D'abord, c'est-à-dire que il faut le plaignant. Si on vous arrête quelque part, il faut le plaignant. Ensuite, si le plaignant ne se présente même pas maintenant, il y a même souvent les plaignants, mais malheureusement, on les relâche quand même. Si le plaignant n'est pas là, il faut maintenant le ministère public. Or, les deux là ne font pas leur travail. C'est-à-dire, si même le plaignant ne se présente pas, le procureur de la République doit prendre ses responsabilités. Or, les deux maintenant... Jackson Diop, vous n'êtes pas dans la réalité. Voici la réalité. Parfois, on arrête quelqu'un comme ça, on arrive dans un commissariat ou dans une gendarmerie, et parfois c'est là où les négociations commencent. Les négociations commencent parfois là-bas, on vous demande 400 000 francs, 500 000 francs. Et lorsque quelqu'un arrive à trouver par exemple 200 000, 300 000 francs, tout de suite, il est relâché. Oui. Arrêtez de nous raconter les histoires que le ministère public n'a pas fait, On a vu ça, moi j'y ai été. Je vous dis, c'est des négociations, vous y arrivez, on vous dit, bon ok, gars, trouve 400 000 francs, on te fait sortir. Steve, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Voilà. Vous savez, les gens qu'on arrête là-bas dehors, les gens qu'on arrête justement à la verdure populaire, ce sont des gens parfois sans abri. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui est sans abri, qui n'a absolument rien... Je suis d'accord avec vous, ils sont très nombreux, qu'on arrête parfois pour rien. Moi, je vous parle de la procédure. Je vous parle de la procédure. Que parfois, il ne faut pas voir des choses comme ça. Je vous parle de la procédure. Comment est-ce qu'on doit faire? Parce que parfois aussi, il y a trop de... Les gens je vous ai donné ma position. Oui, il arrive parfois qu'il y ait des plaignants. Je vous le dis haut et fort. Quelqu'un vient porter plainte, et dès qu'il a fini de porter plainte, quelques heures après, parce que l'autre gars qui est accusé à payer, il se retrouve dehors. Soyons réalistes. Moi, je suis réaliste. Même comme ça, la procédure ne s'arrête pas. Parce que quand vous... C'est parce que les gens ne connaissent pas ce qu'il faut faire. En réalité, les gens ne connaissent pas ce qu'il faut. Ou bien ils font sciemment. C'est comme le cas des avocats. La dernière fois, on parlait des avocats qui ont troublé au tribunal. C'est-à-dire que si vous estimez qu'on est en train de délibérément condamner votre client, vous savez ce qu'il faut faire. Il y a habeas corpus que vous devez intenter. Donc il y a des procédures, il y a toujours des procédures à faire. Les gens ne veulent pas parce que les gens veulent créer justement... On vous a compris. Merci. Rapidement, vous sortir justement de là. Steve, I don't know why vous pouvez voir le procureur. Merci, on vous a compris. Non, en fait, je voulais finir pour que les gens comprennent. On vous a compris. Lorsque, n'est-ce pas, au niveau du commissariat, vous arrivez et vous trouvez qu'il y a eu des négociations entre le commissariat et le mis en cause. En réalité, vous devez prendre maintenant justement votre plainte, aller chez le procureur. Or, les gens s'arrêtent là à ce niveau, ils disent que on a fait libérer quelqu'un.
Donc il y a la procédure, ça continue. Steve, I don't know why. Combien de Camerounais connaissent la route qui va chez le procureur? Ah, mais et combien de Camerounais ont été reçus par le procureur? Vous me posez la question de savoir. Steve, that's why I was asking why most of these, most of these hoodlums, when you see them, most of their friends, they are those who have to do with those in position, either the DO, either the commissioner, either the brigade commander. Why is it that they are more, because when I say I will call this, I will call this. Why is it? I don't know why they. Bon, chacun a droit à un coup de fil quand même. Ok. Ça, il faut également le savoir. Si vous avez été arrêté, vous avez droit à un coup de fil. Alors, si vous avez un bras très long, ben, vous savez que les bras l'en sauvent. Hein. Of course. That's what I'm saying. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. C'est ça aussi le monde dans lequel nous vivons. Mais je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse assez animée d'ailleurs. Au plaisir de vous retrouver demain pour la dernière journée, vendredi. Actually. Apparemment, lorsque nous sommes vendredi, vous soyez beaucoup. Of course, because you have some, at least you won't get up again at 4 o'clock. On vous a compris. Jackson John, passez une bonne journée. À vous également, Manguevena Chustou. Le débat, d'ailleurs, le sujet dans ce débat ce matin, c'est Afrique, exploitation illégale des forêts. À qui profite le pillage? Afrique, exploitation illégale des forêts, à qui profite le pillage? C'est le thème de notre débat de ce matin. D'ailleurs, mes invités sont là. Hilaire Amekou, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour Patient, bonjour Patrick, et bonjour... Il a dévoilé le secret. Bon, nous sommes contents d'être là ce matin pour échanger sur un problème assez délicat. Et nous pensons qu'ensemble nous allons pouvoir démêler les chevaux pour avoir donné des propositions à la résolution de ce problème. Merci d'être là ce matin, Hilaire Amekou. C'est pas facile pour vous, je sais. Je vous ai parlé très tard hier, mais bon, vous êtes quand même là ce matin. Albert Adatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue Hilaire, je salue mes copanélistes que Hilaire a déjà eu le privilège de présenter. Je salue, n'est-ce pas, toute la grande famille d'Ibier la matinale. Je salue le staff, le top management particulièrement pour les efforts qui sont faits en dépit du fait que c'est fait souvent genre. Bon, écoutez, je salue le continent, je salue l'Afrique, je salue le monde. Mon coup de gueule ce matin, et ça va revenir sur ce qui a fait l'actualité cette semaine, qui concerne notre milieu, c'est le traitement de l'information par les journalistes. Oui. Alors, Steve, c'est une question que je voudrais vous poser. Comment réagirez-vous si, en un temps précis où vous êtes assis, là, on vous annonce votre décès? Pas bien du tout. Ne me dites pas que vous allez boire du champagne. Non, pas du tout. Alors, moi, je suis très scandalisé par le traitement qui a été fait cette semaine par RFI, qui a qualifié ce scandale journalistique de bug. Ça ne peut pas être un bug. Un bug, ça ne peut pas... c'est pas une machine qui rédige une page écologique et le met dans ce qu'on nous appelle dans un serveur, dans le frigo, au frigo. Oui. Et quelques temps après, bam, ça se retrouve. Et ce qui est curieux, c'est que ils sont bien excusés, j'apprécie, mais ils ne nous ont pas dit sur quels critères ils choisissent qui peut mourir à tout moment. Et principalement les personnalités africaines, c'est-à-dire Abdou Diouf, Paul Biya, Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta, Abdoulaye Wade, et l'ancien président, n'est-ce pas, de l'Organisation internationale de la francophonie, monsieur Abdou Diouf. Je pense que c'était un gros scandale. Et ce qui est surprenant, c'est que la plupart des communicants de ces personnalités sont taiseux. C'est justement le problème que nous avons sur le continent africain, hein, et de savoir, d'ailleurs ils nous ont dit quelque part que c'est le serveur. Ils ont justement une page nécrologique dans laquelle ils ont fait toutes les pages pour tous les chefs d'État. Je pense que nous avons le devoir en tant que leader d'opinion de voir ce qui se passe en dessous, ce qui se cache en dessous. On se rappelle de ce qu'il y a encore quelques mois aujourd'hui, hein, du côté de la télévision nationale, Adèle Mbala avait été victime justement d'une information un peu plus. Elle a été suspendue, qui venait justement d'un gouvernement français. C'était la faute à son rédacteur en chef. Maintenant l'histoire de RFI me rappelle l'histoire de Gay en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que avant même qu'il soit assassiné, RFI avait annoncé son assassinat. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument fouiller en dessous. On vous comprend parfaitement, Albert Adatola ici. Très heureux de vous avoir sur notre plateau ce matin, malgré la convalescence. J'espère que vous allez bien. Tout à fait, tout à fait. Patrick Sapak, bonjour, hein, notre convalescent également. Bienvenue à vous. Bonjour Steve. Vous savez, les combattants ne sont pas malades. Il y a juste un malaise qui peut passer de manière fugace. Sauf qu'on est
permanemment en santé pour être en face de ces adversaires redoutables. Bonjour à tous les frères et consultants qui m'accompagnent sur ce plateau ce matin. Bonjour aux techniciens, on ne le répétera jamais assez. Donc la maestria nous permet justement d'être dans les foyers et dans les ménages africains, tant sur l'espace continental africain que dans la diaspora internationale africaine. Bonjour à l'Afrique, bonjour au monde. Alors je vais rapidement saisir la balle au vol avec la décision américaine de retirer les troupes en Afghanistan et en Irak. Vous savez que ça fait les choux gras de la presse et de l'opinion sur la scène internationale ces derniers temps. Eh bien, ça fait pratiquement 17 000 morts avec plus de 52 000 blessés pour ceux qui sont allés justement défendre les États-Unis dans cette démarche machiavélique au niveau de ces pays-là. Alors, Trump a demandé qu'ils reviennent. Il avait dit que cela allait se faire en novembre 2020. Cela se passera finalement en janvier, dès qu'on a acté le 8 décembre, justement l'évacuation de tous les recours par rapport à l'élection qui s'est terminée là-bas, et que le 15 du même mois, on va aboutir à la confirmation des votes des 538 grands électeurs. Eh bien, je ramasse ça au vol, comme je disais tout à l'heure, pour revenir en Afrique, pour signaler déjà à Trump qui pourrait gagner justement ce contentieux, ou alors à Biden qui pourrait être imposé, tel que les lectures sur le plan géostratégique et géopolitique nous déploient, qu'en Afrique il y a 34 sites américains, des bases arrières américaines, notamment sur 3 zones sur le plan opérationnel, c'est-à-dire dans la Corne de l'Afrique, Djibouti, le Sahel, le Kenya. Et quand vous venez dans le Sahel, vous avez la Libye, vous avez le Burkina Faso, le Niger, le Tchad. Et quand vous descendez en Afrique au sud du Sahara, on a le Cameroun, et à Gaborone en Afrique australe. Et il faudrait déjà que ces deux-là se préparent à emboîter le pas à la décision qui a été faite de retirer les troupes en Irak et en Afghanistan, parce que le premier chantier pour nous autres qui ne sommes pas dans la vassalité internationale avec les chefs de canton occidentaux et français déguisés en chefs d'État, eh bien la bataille à partir de 2021, ce sera d'évacuer justement nos pays de ces bases militaires qui continuent d'ensevelir justement les inhiber les orientations pour le développement réel de nos États. Merci beaucoup Patrice Apak d'être là ce matin. Patient Pafendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mes amis du panel, Hilaire, l'homme au triple A, et puis Patrick, à nos nombreux téléspectateurs disséminés à travers le monde, à nos valeureux techniciens. Merci pour cette invitation de plus ce matin, et je pense qu'on aura tout le temps de changer tout à l'heure. Messieurs, le sujet qui nous intéresse ce jeudi 19 novembre de l'an de grâce 2020, Afrique, exploitation illégale des forêts, à qui profite le pillage? Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous, voici le débat. Afrique, exploitation illégale des forêts, à qui profite le pillage? 2 journalistes d'ailleurs sont sur ce plateau ce matin, ils ont suivi l'information, un homme politique d'ailleurs, 2 hommes politiques. En 3 ans, les forestiers vietnamiens au Cameroun ont dissimulé plus de 170 milliards de francs CFA de transactions financières liées au bois. Dans un rapport intitulé « Bois volé, temple souillé », les conséquences néfastes du commerce du bois entre le Cameroun et le Vietnam sur les populations et les forêts camerounaises, 2 ONG, Environmental Investigation Agency et le Centre pour l'environnement et le développement, révèlent à travers, il faut le dire comme ça, révèlent les travers de l'exploitation forestière telle qu'exercée par les entreprises vietnamiennes au Cameroun. En quelques années seulement, le Vietnam est devenu le 2e plus grand marché pour le bois camerounais après la Chine, tandis que le Cameroun est devenu le premier fournisseur de grumes tropicales du Vietnam, soit une valeur de 25% des grumes importées de 2016 à 2019. Au Vietnam, les grumes camerounaises ont remplacé les essences d'Asie du Sud-Est qui alimentaient le marché auparavant. Une enquête inédite donc menée par le Centre pour l'environnement et le développement en abrégé CED et l'EIA, Environmental Investigation Agency, a permis de révéler qu'un groupe de sociétés vietnamiennes opérant au Cameroun est au cœur de l'essor du commerce illégal du bois entre le Cameroun et le Vietnam. Selon de nombreuses sources, d'impressionnantes quantités de grumes africaines, de l'essence Tali, il faut le dire comme ça, Erythrophyllum
Invorensi sont désormais très répandues au Vietnam, où elles sont devenues le matériau principal pour la construction et la rénovation de temples à travers le pays. Les sanctuaires spirituels vietnamiens sont ainsi souillés par un commerce qui porte préjudice aux populations et aux forêts camerounaises. Et pendant ce temps, tous les jours, les Camerounais regardent, sans fléchir d'ailleurs, et regardent les trains passer avec le bois. Regardent, d'ailleurs, il faut le dire comme ça, des gros camions passer avec des bois au cylindre extraordinaire, au diamètre extraordinaire, et personne ne dit absolument rien. À se demander si les Camerounais sont devenus tous muets. Et pendant ce temps, ce sont les forêts qui sont écrasées. Ce n'est pas seulement le cas du Cameroun. En 1960, le couvert forestier tropical ghanéen était estimé à 63 000 km². Aujourd'hui, il ne reste que 13 500 km² de forêt. Allez savoir ce qui s'est passé entre 1960 et 2020. Je me répète, depuis 1960, le Ghana avait 63 000 km² de forêt. Aujourd'hui, en 2020, il ne reste plus que 13 500 km² de forêt. Les activités anthropiques sont les principales causes de la déforestation. La situation est inquiétante, d'autant plus que les pressions humaines ne diminuent pas. C'est dans ce cadre que les autorités compétentes et les populations elles-mêmes tentent d'apporter des solutions idoines pour sauver, non sans peine, ce qui reste encore de la forêt, qui paraît à bien des égards, pour les populations, une source de subsistance où elles exercent leurs droits d'usage. D'autres facteurs, tels que la surexploitation, contribuent indubitablement à la débâcle forestière ghanéenne. Pourtant, le pays dispose d'un cadre juridique pour contrôler l'exploitation forestière. Que dire alors de la RCA? Que dire de la Côte d'Ivoire? Que dire justement de tous ces autres pays, comme par exemple la République démocratique du Congo, qui tous les jours est déforestée? Messieurs, voilà la situation sur le continent africain. Pour la République démocratique du Congo, eh bien, actuellement, c'est carrément la moitié, depuis 1960, de sa forêt qui a été balayée. Qu'est-ce qui se passe sur le continent africain? Eh bien, le sujet qui nous intéresse, Afrique, exploitation illégale des forêts, à qui profite le pillage? Je commencerai par vous, hein, patient parfum d'homme. Eh bien, on pille. Dans le cas du Cameroun, eh bien, c'est le Vietnam. 170 milliards de francs CFA. Qu'on a découvert d'ailleurs comme ça. Qui leur donne l'autorisation d'ailleurs d'exploiter le bois sur le sol camerounais? D'abord, il ne serait pas du tout juste de prendre uniquement le Vietnam comme exemple de la malgouvernance en ce qui concerne l'exploitation de nos forêts. Oui. Peut-être que les anciens réseaux ont trouvé un concurrent en la personne des Vietnamiens. C'est pour cela qu'ils font feu de tout bois et avec les ONG qu'ils financent pour essayer d'ameuter le monde. Mais nous savons bien que l'exploitation forestière, par exemple, pour un pays comme le Cameroun, est même antérieure à l'indépendance de ce pays. Il n'y avait pas encore les Vietnamiens au Cameroun. Oui. Et on sait quelles sont les puissances qui exploitaient toute honte but ces essences et qui vendaient sur le marché international à prix d'or, au détriment du Cameroun. Donc cette question-là est la question tout simplement du mode de développement économique qui domine le monde actuellement. C'est le mode d'exploitation capitaliste. C'est un mode qui est extrêmement dangereux, où les mêmes qui viennent avec les airs des gens qui sont médusés face au destin tragique de notre planète, parce qu'on l'oublie un peu, ce sont ces forêts qui sont le poumon de notre planète. Oui. Au-delà du fait qu'il y a des peuples qui y vivent, qui vivent aussi d'exploitation très harmonieuse de ces forêts. C'est le cas par exemple des Pygmées Baka et d'autres populations qui y vivent. Mais aussi parce que, au-delà des essences qui tentent à disparaître de manière définitive, il y a aussi la faune, n'est-ce pas, et une certaine flore qui profite de ce formidable couvert végétal qui tend à disparaître. Les estimations sont dramatiques. On nous parle en termes de plusieurs dizaines de terrains de football, d'équivalent de plusieurs dizaines de football qui disparaissent pratiquement toutes les heures dans le monde. C'est le cas de l'Amazonie dont on a tendance à oublier. Or, les pays
qui sont receleurs de tout ce trafic immonde. Ce sont ces mêmes pays qui organisent à longueur d'années et de mois des fameuses conférences sur le climat, les COP21 et tout ce qui va avec. La déforestation, le sommet des Rio, sur la forêt, ils braillent, ils racontent des histoires, mais ce sont ces mêmes pays qui reçoivent tout ce bois-là qui est complètement qui arrive chez eux de manière, je l'ai dit, illégale. Moi, je ne vois pas de frontière entre une exploitation qui serait dite légale et une exploitation qui serait dite illégale. Pourquoi je le dis? Parce que même dans le set de ce qui est dit comme qui peut être considéré comme exploitation légale, vous vous souvenez qu'il y a par exemple des essences comme le bène qui ont été interdites d'exploitation au Cameroun. Mais les bennes continuent de sortir du Cameroun. Au vu et au sud de tout le monde. Oui. Vous avez un pays, par exemple, comme le Gabon, où à un moment donné, les gens ont fait des chansons. Ici, on a dit, oh, Ali Bongo, il est fort. Il a dit que dès maintenant, aucune grume, donc aucun fût, ne peut plus sortir de son pays. Il faut que, comment dire ça, la transformation se fasse localement au Gabon. Mais on sait, et les trains qui vont dans les ports gabonais l'attestent, que le bois continue de sortir en fût et en grume, ou bien en grume, n'est-ce pas, du Gabon pour l'étranger. Il y a encore une affaire du côté du Gabon qu'on appelle le Kevanzi Gate. Kevanzingo Gate, on se rappelle de ce que 359 conteneurs de bois rares a disparu du port. Ah, ça, on ne sait pas comment. C'est une autre affaire, je voulais en venir à la fin, pour montrer que justement, les structures qui seront dites étatiques et légales, qui encadrent et qui seraient, soi-disant, entre guillemets, respectueuses, n'est-ce pas, des procédures et des codes édictés par les États, c'est même au sein de ces structures qu'on rencontre la plus grosse gabegie, la plus grosse mafia en ce qui concerne l'exploitation de ces espèces extrêmement rares. Il y a le cas de Madagascar, avec le bois rose. Avec le bois rose, oui, très prisé des Chinois, donc un autre scandale que nous connaissons tous. Vous avez parlé du phénomène de la déforestation. Mais le cas le plus énigmatique et le plus important, souvent on parle des prouesses, pour ne pas dire des pays qui sont compétitifs sur le plan agricole, mais on oublie qu'il y a l'envers de la médaille. La Côte d'Ivoire, depuis les indépendances à nos jours, a perdu 90% de sa forêt. Oui. C'est quelque chose d'ahurissant. Après, on verra bien que peut-être son premier producteur mondial de cacao, troisième producteur mondial de café, et le premier producteur africain, je ne sais pas, de canne à sucre, etc., etc. Mais il y a l'envers du décor dans cette exploitation-là. Donc, premièrement, c'est qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que la faiblesse de nos États rend poreux toutes les législations qu'on peut mettre en la matière pour sécuriser et bien encadrer cette exploitation forestière. Deuxièmement, il n'y a pas de volonté politique au niveau des décideurs mondiaux qui profitent de ce commerce juteux pour eux, pour essayer d'endiguer, n'est-ce pas, ce trafic illicite qui, au-delà, n'est-ce pas, de porter préjudice à nos pays, à nos économies, à nos États, porte préjudice à la planète tout entière. Je viens de vous l'expliquer. Donc, nous sommes là face à une grosse mafia parce que le système capitaliste, en réalité, c'est une grosse mafia. C'est une exploitation illicite à tous les plans. Oui. Karl Marx disait, la propriété c'est le vol. Il n'avait pas tout à fait tort. Parce que quand on regarde la plupart du temps, comment les gens font, comment, que ce soit les personnalités ou bien les structures, font pour s'enrichir, pour exploser leurs bénéfices, on se rend compte que derrière, quand on détricote très bien, quand on gratte très bien, on se rend compte que derrière, il y a comment dire ça, un caractère, j'allais dire, délictueux, oui, n'est-ce pas, des affaires. Il y a une malversation assez ouverte qui peut expliquer les bénéfices énormes qu'ils essaient de faire. C'est valable pour le bois comme pour les minéraux. Si on ouvre la page du pétrole, on rend compte que c'est incroyable. Vous connaissez le phénomène des tankers fantômes. C'est-à-dire quand on vous dit que le Cameroun a du pétrole, mais il y a des tankers, des grands bateaux qui sont au large, qui siphonnent de pétrole, qui n'est répertorié nulle part et qui s'évaporent encore dans la nature. Mais ce sont toujours les richesses de nos pays qui partent comme ça et qui volent comme ça en éclat avec la complicité d'un certain nombre de nos dirigeants. Donc, cette question de bois-là, on parle de Vietnam aujourd'hui parce qu'il y a une compétition. Vous savez qu'avant les Vietnamiens, quels étaient les premiers exportateurs de... Non, ou bien, c'est même pas si c'est commercialisateur, ou bien importateurs de bois camerounais. Il y avait les Libanais, mais d'abord les Français.
Les Français et les Libanais. Les Libanais. Oui. Mais aussi les Italiens. Sans oublier les Chinois également. Le gros magnat, n'est-ce pas, de ce commerce juteux, est un Italien qui vend du bois du Cameroun, mais un bois qu'il achète aux soi-disant exploitants camerounais eux-mêmes, qui ont des complicités très haut placées au sommet de l'État. Maintenant, il faut le dire. Il dit bien des complicités très haut placées. Hier, je crois que quelqu'un nous a fait une démonstration, comment, et les sous-préfets, et les préfets, quand il est affecté dans une nouvelle zone où il y a... Il devient le chef de terre. Mais il devient quelqu'un de très rapidement. Il faut qu'il fasse sa vie, la vie de ses enfants, de ses petits-enfants, à partir de cette manne-là qui lui tombe sur la main. Donc, nous sommes là face à une malgouvernance programmée, à une incapacité de nos États d'avoir des législations fermes, mais surtout une volonté affirmée de ne pas permettre que cette exploitation se fasse comme ça. Mais en réalité, pour faire simple, nous sommes tout simplement face au mode économique, au mode politique qui gouverne l'Afrique depuis un certain temps et qui ne permet pas justement à l'Afrique de pouvoir se développer. Les conséquences sont immédiates. Elles se font, au niveau de l'éducation, je disais tout dernièrement ici sur votre plateau. Oui. Est-ce que vous savez le nombre, c'est bien le nombre de possibilités en termes de formation pour nos enfants qu'on peut faire uniquement sur les métiers du bois? C'est une kyrielle, toute une kyrielle de possibilités pour former les enfants au métier du bois. Et ce que cela pourrait rapporter, n'est-ce pas, à la communauté nationale. Est-ce que vous vous imaginez ce que nous perdons en termes même pour nos jeunes, de devenir les experts de bois tropicaux et des meubles tropicaux et d'autres fabriques à base de bois tropicaux qu'on peut avoir? Et tout ça, nous perdons tout cela. Nos enfants sont derrière les motos, ils font du bensikin, ils sont des tacleurs, alors qu'ils sont bardés de diplômes, ils vendent de la friperie, parce que nous sommes devenus un dépotoir de la friperie, et notre bois qui aurait pu leur donner du travail, mais surtout de la connaissance, leur donner de l'expertise, leur donner même ce qu'on appelle un label camerounais de la fabrique des meubles, de la fabrique de ceci, cela n'existe pas. Moi, j'étais avec une dame qui est une Cambodgienne. À l'époque, nous animions les écrans noirs. Vous connaissez le célèbre événement des écrans noirs. Justement. J'étais l'animateur pour jeunes ici au Centre culturel français. Et cette dame-là, elle a failli faire une crise. Elle me dit, mais parfait. Laissons, au-delà même du bois que vous coupez. Est-ce que vous savez que la suie, comment de ça, la sciure. La sciure, n'est-ce pas? Oui. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec cette sciure? Vous imaginez ce que nous pouvons faire uniquement avec cette sciure? Et c'est elle qui m'avait mis il m'a dit, vous voyez ce que vous appelez bambou de Chine. Il me dit, attention, dans bientôt vous allez voir l'exploitation des bambous de Chine. Parce que déjà chez nous en Asie, il y a mille et une choses qu'on fait avec ces bambous de Chine. On fait des gobelets, on fait des tas de trucs, mais aussi dans le bâtiment, les échafaudages, on se sert comme échafaudage pour construire des gratte-ciel. Comme c'est le cas en Chine, attention, les gratte-ciel. C'est les échafaudages justement fait avec le bambou de Chine. Donc nous voyons effectivement que nous sommes dans des États qui n'ont pas la capacité vraiment de résister à cette grosse mafia mondiale, mais nous sommes aussi face à l'horreur de la duplicité du monde occidental qui fait semblant de protéger les forêts, qui fait semblant d'être soucieux, n'est-ce pas, de ce trafic honteux, alors qu'ils vivent de ce trafic depuis très longtemps. Le Gabon, les principaux premiers administrateurs français du Gabon, ils venaient par exemple d'Algérie. Quand ils sont arrivés au Gabon, ils se sont plongés dans quoi? Dans l'exploitation de leur forêt. Oui. Et c'est eux, il y a un nom là qui m'échappe, il y a l'un d'eux, qui avait un poste tellement important que même les ministres du premier président gabonais, comment il s'appelait encore? Léomba. Oui. Était incapable de voir Léomba sans passer par ce monsieur. Et quand Bongo Père est arrivé, le manager a continué. Le gars n'était qu'un simple forestier au départ. Oui. Un simple forestier. Allez voir les Delaunay. Toutes les fortunes qu'ils ont faites quand ils étaient ambassadeurs de Gabon, c'est à partir de la forêt gabonaise. Donc ils sont nombreux comme ça. Donc quand vous parlez de ces temples qui sont, comment dire ça, les temples vietnamiens qui sont aujourd'hui les temples de la honte, mais tous les édifices là qui sont en Occident sont les édifices de la honte parce qu'ils ont été produits soit avec le coton africain, avec le sang africain dans les gars qui vont chercher le coltan, n'est-ce pas, 2 mètres sous terre, les gamins souvent de 12 ans, ou bien les gars qui creusent pour aller chercher de l'or, des diamants, etc. C'est cette base-là qui se sont fait, n'est-ce pas, tout ce magou. Alors, pour sortir, vous savez qui est le propriétaire de l'endroit où on fabrique votre franc CFA chamalien?
Allez-y, vous allez nous le dire. C'est le frère d'un ancien président français qu'on appelle le Coyote. Allez vérifier. Patrick Sapa, vous êtes de la région de l'Est. Et c'est d'ailleurs là-bas que se trouve votre village. Et tous les jours, vous avez, il faut le dire comme ça, observé de jour comme de nuit la coupe de voix, parfois fantaisiste même. Alors, pour être d'accord avec ce que Patient disait tout à l'heure dans le développement, à l'Est, c'est scandaleux. Je rappelle quand même en termes de bilan, l'Est Cameroun, parce que nous sommes là à la face africaine, l'Est Cameroun, c'est scandaleux, parce que là-bas, c'est 27% du bassin du Congo. Parce que dans l'analyse tout à l'heure, je vais arriver sur l'espace géographique justement qui est exploité dans ce banditisme-là. Mais à l'Est, c'est terrible. Là-bas, il y a des entreprises qui n'ont rien à voir avec le social, c'est-à-dire les dividendes qui devraient revenir aux populations par rapport à toute la réglementation qui a été mise en place. Et c'est bien qu'il ait évoqué le cadre juridique de cette affaire. Parce que déjà l'Est, c'est la région la plus riche du Cameroun, mais malheureusement... C'est la région la plus pauvre également. La plus enclavée. Donc, c'est compliqué là-bas. Maintenant, pour revenir dans l'analyse globale, pour indiquer exactement là où on est, c'est que c'est une histoire qui a été fabriquée déjà depuis la nuit des temps. Rappelez-vous sur le plan calendaire, je parle souvent de 1884 et 1885, lors de cette fameuse conférence de Berlin où les bandits internationaux se partageaient l'Afrique sans l'Afrique de manière unilatérale. En 1890, il y a ce qu'on a appelé le Scramble for Africa, c'est-à-dire la course vers l'Afrique, notamment pour l'exploitation et la capitalisation des ressources africaines multiples. Alors, pour le cas du bois, au début du XXe siècle, on a commencé à mettre en place des institutions et des infrastructures, justement pour exploiter ces affaires-là. Et là-dedans, il y a un point d'orgue, justement, l'expropriation des forêts aux populations, et il y a la restriction des politiques, par exemple, d'agriculture sur brûlis, ou alors l'exploitation des terres par les populations riveraines. Donc, l'administration coloniale a mis en place tout un dispositif qui faisait que les populations n'allaient rien voir, mais c'était justement, selon eux, financer les colonies, mais derrière, avoir le plan dans leur banque, tel que la charte d'impérialisme l'indique. Et donc, là-dedans, cette histoire-là a continué pendant des décennies jusqu'à ce qu'on aboutisse justement à ces fausses indépendances. Mais je note que sur ce grand espace-là, tous les pays africains sont passés par cette histoire de colonisation et tout ce que vous voulez, si vous voulez, de protectorat, sauf peut-être le Libéria ou encore l'Éthiopie, parce qu'on a dit pour l'Empire l'Éthiopie qui a eu juste une colonisation ou alors une tutelle qui a duré simplement 5 ans, de 1935 jusqu'en 1941, avec ce qui est arrivé avec notre ami Haïlé Sélassié. Et donc, pour le Libéria, ce sont les esclaves qui ont été déportés aux États-Unis, vous vous rappelez, qui sont revenus et qui ont installé une sorte d'establishment, mais tous les autres pays d'Afrique ont été justement ciblés pour être le réceptacle de cette démarche machiavélique-là. Et donc, là, la déforestation a été mise en place, donc les populations ne voyaient absolument rien, mais pour que cela soit rendu techniquement possible, comme je le dis souvent, il y a toujours eu la complicité active et engagée des nôtres, parce que vous voyez, lorsque on se retrouve, cela part justement des administrations centrales, et quand je parle d'administration centrale, on commence par la présidente de la République, qui signe des accords et justement, des permis d'exploration, des permis d'exploitation qui n'ont rien à voir avec les canons du droit et de la loi, puisqu'on dit même dans la charte d'impérialisme que dans les pays du tiers-monde, il n'existe ni de loi ni de droit. Et donc, ils savent très bien que cela se passe, mais pour que la métastase puisse se faire, eh bien, la présidente de la République encadre les ministères de tutelle, notamment sur les questions forestières, avec le ministère des Forêts disséminé dans tous ces pays africains-là, et justement les entités déconcentrées, notamment le préfet, le sous-préfet ou le gouverneur pour des régions et des provinces. Il y a les préfets au niveau justement des départements. Il y a les sous-préfets au niveau des arrondissements. Oui. Et il y a même des maires, donc des élus locaux, élus entre guillemets bien évidemment, parce que j'ai toujours dit que ce sont des escroqueries politiques et des banditismes démocratiques déguisés en élection. Mais derrière, il y a ceux qui sont dans la justice. Donc vous retrouvez là les présidents des tribunaux, vous retrouvez des procureurs généraux qui encadrent juridiquement ce banditisme-là. Et dans la prolongation sur le terrain, vous avez des commandants de brigade, des commandants de brigade et des commandants de compagnie, je ne sais pas quoi, qui font tout pour masser et intimider les populations. Ce qui fait que dès que un bandit international, notamment un homme d'affaires
commencent à être mal à l'aise dans une zone, eh bien, on active ces gens-là, on active le levier de la répression pour dire celui qui va tenter, voilà, on va envoyer la sécurocratie pour faire ci et ça. Et la conséquence est très claire, on ne voit rien justement d'exploitation de ces forêts-là. Et dans la prolongation du banditisme, parce que je parlais tout à l'heure de Trump qui disait qu'il fallait arrêter de financer ces histoires de COP 21, COP 22, COP 78 ou bien COP 18, 1000 combien là. Donc ils sont en train de mettre en place simplement parce que eux ils doivent à la nature, et ils ont une lourde dette vis-à-vis de la nature et ils veulent que justement l'Afrique les aide à payer puisque les écosystèmes africains sont encore en place. Oui. En réalité, parce que le reboisement au niveau de l'Afrique s'est fait de manière naturelle, parce que vous voyez les terres arables sur le plan agricole, enfin les ressources du sol et du sous-sol, et aussi les forêts se refont elles-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de passer dans une politique de reboisement telle qu'ils sont en train d'indiquer. Ils disent la régulation, la déforestation pour éviter justement que la couche d'ozone soit embêtée sur le plan environnemental. Mais l'Afrique ne doit rien à la nature. C'est eux qui ont tellement agressé la nature et veulent donc à travers les COP 21, COP 28, COP quoi là, et il faut absolument que l'Afrique les aide à payer la dette de la nature. Donc, les responsables, ceux qui bénéficient de cette nébuleuse-là, c'est à la fois les bandits internationaux, à travers ce que j'ai indiqué. C'est pour ça que vous voyez très bien que l'accord sur l'environnement, avec les COP de Paris et tout ça là, quand Trump dit « je vais sortir », tout le monde dit « attention, vraiment, il va bousculer les statuts établis sur la scène internationale. Il faut vraiment le retour des États-Unis sur la scène internationale. Bah, Trump, là, il va nous embêter, on ne sait pas comment on va faire. » Donc, voilà comment ils ont orchestré cette affaire. Maintenant, les deux autres, ce sont nos frères malheureusement. Parce que j'ai dit que le système du banditisme international a toujours bénéficié de la complicité active et engagée des nôtres. Parce que eux là, ils ne sont pas commis à gérer l'épanouissement des populations, mais plutôt à aider les bandits internationaux à piller leur nation. Et ils sont protégés par des légalités qui n'ont rien à voir avec la légitimité. Un peu comme vous avez en Côte d'Ivoire, vous parlez tout à l'heure de tout ce qui a été évaporé en termes de ressources ligneuses au niveau de la Côte d'Ivoire. Eh bien, là-bas, il y a quelqu'un qui dit, qui a nargué tout le monde. Il y a pratiquement 48 heures, 72 heures aujourd'hui. 48 heures. 48 heures, qu'il n'y aura pas de transition en Côte d'Ivoire, que les rêveurs continuent de rêver. Vous comprenez? Ils vont continuer de rêver parce que justement, l'image qui est derrière là, avec tout le bois là, va continuer d'être présentée sur la place publique et aider en cela les bandits internationaux à vivre des ressources africaines. Donc, c'est une révolution multidimensionnelle et multisectorielle qu'il faut orchestrer sur la scène continentale africaine et que les jeunes générations comprennent que c'est la direction qu'il faudra suivre à l'avenir. Albert Anatole, ici, tout à l'heure, Patrick Sapar nous faisait comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui sont justement concernées par la coupe illicite de bois sur le continent africain. Ça commence d'ailleurs par la présidence de la République, les ministères, les préfets, les sous-préfets, les maires, même les commandants de brigade. On a vu d'ailleurs le cas ces derniers temps aussi du côté de la Sénégal maritime où les populations sont sorties pour demander justement à ces personnes qui coupent le bois de ce côté-là d'arrêter de le faire parce que les routes étaient entièrement et totalement endommagées. Et on a vu directement, sans sourcir, eh bien, c'est le préfet qui est sorti pour dire ben, arrêtez ça, laissez-les faire leur boulot. Rappelez-vous, il y a une image qui m'a marqué lors de l'une de nos pérégrinations de ce côté justement. À l'occasion des obsèques de l'un de nos compagnons de ce plateau. Oui. C'était vers Piti. Oui. Piti-Gare. Piti-Gare. Nous avons vu ensemble justement nous avons dû constater le scandale, c'est-à-dire l'envergure et l'étendue du scandale. Lorsque je parle de scandale, je parle d'un scandale multidimensionnel, c'est-à-dire parce que l'exploitation forestière au Cameroun d'une manière générale en Afrique a des règles. C'est d'abord un gros scandale politique, un gros scandale économique, culturel, social et financier. Pourquoi? Parce que l'exploitation des ressources sur un territoire donné est encadrée par la loi et devrait prioritairement profiter aux populations riveraines, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'il y a un cahier de charges. Je prends le cas du Cameroun que je connais assez bien. Nous avons une loi portant sur l'exploitation forestière. C'est la plus belle loi sur le papier qui puisse exister. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Dans cette loi, il est établi que lorsque vous avez un UFA, c'est-à-dire que lorsqu'un opérateur arrive d'abord, il doit d'abord bénéficier d'un agrément. Oui. Pour pouvoir bénéficier d'une UFA, eh bien,
il y a un certain nombre d'investissements qui doivent accompagner l'exploitation forestière, au rang desquels les pistes, les écoles, les points d'adduction d'eau potable, et bien évidemment quelques dividendes, c'est-à-dire la taxe d'exploitation forestière qui est une parafiscalité, qui doit être reversée à la commune, qui est totalement compétente, ce qui n'est pas le cas. Et bien évidemment, la construction des écoles, des salles de classe et des centres de santé, ce n'est jamais fait. Maintenant, plus loin, au niveau de l'exploitation, vous avez, au niveau de la commercialisation, la même loi dit que 40%, n'est-ce pas, du bois exploité doit être transformé sur place. 60% doit être exporté. Est-ce que c'est respecté? Non. Non du tout. Et il y a également une disposition qui indique que l'espace qui a subi une déforestation doit être reboisé. Ce n'est pas le cas. Allez sur le terrain, vous allez vérifier. Donc, on a vu le cas, on était ensemble. Vous avez donc des diverses entorses et qui doivent veiller à ce que ces dispositions réglementaires et légales soient respectées. Ce sont les autorités compétentes, notamment les autorités administratives. D'abord, les chefs de village, entre autres, qui sont les relais. Ce qui n'est pas le cas. Parce que tout le monde est nous sommes dans une échelle de complicité tacite. Oui. Je pense donc que lorsque j'ai établi cela, il faut donc dire une chose. C'est quoi? C'est que vous avez donc sur le terrain plusieurs acteurs pour ce qui concerne l'exploitation forestière. Et parmi ces acteurs, très peu de nationaux, parce que ces derniers, justement, louent leurs agréments aux étrangers, notamment les Français, les Libanais, les Vietnamiens, les Chinois. Parce que ce sont ceux-là qui sont très très actifs dans ce secteur d'activité. Et croyez-moi, vous avez tout à l'heure, dans votre chapeau, vous avez parlé d'exploitation fantaisiste. Effectivement, vous avez donc du gaspillage. C'est-à-dire que quelqu'un est par exemple à la recherche de l'essence qu'on appelle le bibinga. Cet individu qui est dans la forêt, qui entre souvent dans la forêt seul. Si oui, avec ses larbins, c'est-à-dire les manœuvres, il va détruire d'autres essences. Il détruit toutes les autres essences pour aller justement abattre le bibinga. Et vous connaissez les conséquences au niveau de l'environnement. Donc, et cela se passe au nez et à la barbe de tout le monde. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important que, c'est vrai, nous ne sommes pas encore dans les solutions, je vais d'abord le décor pour dire que nous sommes dans l'échelle des responsabilités. Et le premier responsable, c'est d'abord l'État, avec ses divers démembrements, c'est-à-dire les autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre, et bien évidemment, les acteurs du système judiciaire. Tout à l'heure, Patrick l'a évoqué. Vous avez également les politiques parce que sur un espace donné, que ce soit dans un arrondissement ou dans un département, vous avez des élus qui peuvent être des maires ou bien les députés. Et un député, c'est un élu de la nation qui est censé défendre justement les intérêts Albert Antonin, ici sans vous couper, vous voyez l'image qui est justement sur notre antenne ce matin. Nous l'avons prise pour que le monde entier le voie clairement. Ça, c'est des bois qui existent depuis des centaines, voire des milliers d'années. Vous voyez le diamètre de ce bois, mais rien n'est respecté. Voilà pourquoi je me tourne vers vous pour demander, n'y a-t-il pas un respect justement de coupure de bois sur le continent africain? Non, une seconde. Il y a un arbre qu'on appelle le séquoia aux États-Unis. N'est-ce pas, dans un parc qui est bien... Le séquoia, oui. Il est interdit de couper un séquoia. Je dis bien interdit. Je ne peux pas comprendre comment des Africains, mais je ne sais pas vraiment quelle race nous sommes maudits ou quoi, peuvent donner une quelconque autorisation pour couper une essence comme celle-là. J'ai discuté avec quelques forestiers qui m'ont dit que non, vous savez, l'arbre a une durée de vie. Quand sa durée de vie normale, objective, est dépassée, elle n'est plus importante, il faut la couper. Pourquoi les Américains ne coupent pas les séquoias qui sont multicentenaires? Regardez cet arbre. J'avais fait des photos comme ça avec un post sur Facebook où je me rappelle, c'était avoisinant ce que nous voyons là. C'était un scandale. C'est pas la première fois d'ailleurs. Vous allez voir les images tout à l'heure. C'est une honte au-delà même de ce débat que nous faisons pour les êtres humains que nous sommes de pouvoir accepter ce que nous voyons là. Or, si on avait aménagé cet endroit où il y a cet arbre là, dans le cadre de l'éco-tourisme, on aurait pu gagner largement beaucoup plus d'argent que ce que la coupe
de ce monument-là va coûter. Bah, alors, continue Albert Latola alors, ici. j'étais sur le point de dire que, justement, lorsque je parle d'un scandale culturel, vous savez, il y a des essences qui ont, comment je peux dire, qui ont une vocation patrimoniale. Oui. C'est-à-dire, comme tout à l'heure l'indiquait justement, c'est-à-dire que ça a un aspect culturel. On ne peut pas détruire. Même si vous allez vendre cette essence sur le marché international, ça n'a aucune valeur fiduciaire. C'est-à-dire ça a une valeur culturelle. Pas possible. Ça devient un patrimoine culturel. Malheureusement, justement, comme nous sommes dans une jungle, justement, où il n'y a pas de gens il y a des gens qui pensent qu'il faut tout prendre, il faut tout dégager, il faut tout détruire, même au détriment justement de l'histoire. C'est-à-dire que au détriment des prochaines générations, eh bien, il faut tout détruire. Je dis bien que il y a une loi, la loi sur l'exploitation forestière au Cameroun. Sur le papier, c'est une très très bonne loi, mais dans la pratique, c'est du grand n'importe quoi. Donc, nous parlons de pas, comme ils ont l'habitude de dire, parlez pour vous là-bas, mais on va continuer l'histoire. Voilà donc une situation. C'est-à-dire que le gaspillage, je crois que vous êtes souvent arrivé de faire un voyage, par exemple la nationale numéro 2, numéro 3, numéro 4, vous voyez une bille de bois qui est depuis des années, c'est tombé et c'est là. Il s'agit d'une essence qui a été détruite. Dans la ville, on voit comme ça hein, aujourd'hui au Cameroun, et précisément à Douala. C'est depuis des années, ça ne bouge pas. Donc, deuxième chose que je voudrais évoquer. Maintenant, lorsque ce bois est coupé, il y a des conséquences au niveau de la biodiversité. C'est-à-dire, d'abord, les populations autochtones qu'on appelle les pygmées, qui sont agressés dans leur environnement naturel. On n'y pense pas du tout. Oui. Vous avez des essences médicales qui sont détruites, parce qu'il faut le dire. Parce que la plupart d'entre nous qui sommes assis sur cette table avons souvent bénéficié des vertus des plantes médicinales, nature. Nous avons là certaines essences médicinales qui sont détruites. Vous avez des essences qui ont une valeur patrimoniale. C'est-à-dire que dans un village, ça a une symbolique. C'est comme le baobab chez nous. Vous les détruisez. Eh oui, vous le détruisez. Maintenant, de l'autre côté, vous avez donc les populations, notamment les grands singes, les grands singes qui reculent parce que les éléphants, tout ça, parce qu'on a détruit la forêt. Et vous dites que vous protégez la biodiversité. Je parle de ceux qui disent là que ceux qui sont les ambassadeurs de l'UNICEF et consorts. Et il y a quand même un gros scandale quelque part. Donc je pense que et ce qui me scandalise enfin, c'est la complicité de tout le monde à la fin. C'est-à-dire que même les populations, j'ai admiré le courage d'une dame, je crois que c'était à la Sénat maritime, une chef traditionnelle, qui s'est opposée justement à l'abus d'une autorité administrative. Justement. Pour lui rappeler que justement, elle a le droit d'exiger que l'exploitant de cette forêt-là paye la taxe due à la communauté. Et que cet exploitant-là, justement, remplisse le cahier de charges qui lui a été, justement, indiqué. D'abord, une route, des écoles, des points d'adduction d'eau. Des points d'adduction d'eau. Oui. Donc, moi, je pense que lorsqu'on arrive à cela, eh bien, rappelez-vous, tout à l'heure, je crois que le grand frère Ndomla a indiqué en filigrane, il y avait la société Sophie Bell, qui, justement, était comme une sorte de vitrine au niveau de l'exploitation, de la mise en valeur de nos essences forestières. On a tué ça, on a tué cette forêt. La plupart de nos gouvernants, aller dans leur maison, les meubles qui sont chez eux, sont-ils les meubles fabriqués localement ou bien les meubles importés? C'est les meubles de cire compactés. On vous comprend parfaitement. On va revenir dans un instant avec vous, Albert Latola, ici. Il est Ramekoué, justement, on a un gros problème aujourd'hui. Du côté de Madagascar, on a le bois rose qui est, justement, il y a un trafic de bois rose extraordinaire de ce côté-là. De lundi à lundi, ça passe d'ailleurs un bois qui est très prisé par les Chinois. On a également ici, à côté de nous, le Gabon. Il y a un bois là-bas qu'on appelle le Keva, Kevazingo. Et pour qu'il arrive à maturité, il faut qu'il fasse 500 ans. Et rappelons-nous d'ailleurs que le 30 avril 2018, eh bien 353 conteneurs justement de ce bois ont disparu entièrement et totalement du port. On nous dira plus tard que 200 conteneurs ont été retrouvés. On n'a pas su.
justement. Allez savoir, 153 sont passés où vous le direz d'ailleurs. On ne comprend pas comment est-ce que sur le continent africain, on coupe des essences rares et on les vend, alors que c'est purement, totalement interdit. Bon, je crois que on l'a indiqué tout à l'heure. Hein. Oui. Bon, la complicité qui existe. Donc, je prends d'avance. Il y a une consoeur qui, il y a 2 semaines, oui, a eu maille à partir avec les autorités de l'autre côté de l'Est, où elle est allée faire un travail dans ce sens. Non seulement ils pillent, mais ils empêchent d'en parler. Tout à l'heure, Albert Anatole parlait de la loi 94 sur l'exploitation forestière. Oui. Cette loi, il faut la lire entre les lignes. Il y a un scandale dans cette loi. Le scandale qu'il y a dans cette loi, c'est que il y a des sanctions, mais donne la possibilité aux sanctionnés de transiger et de promettre qu'il ne va plus couper. Mais c'est un scandale, c'est dans la loi. Et c'est pour cela, de temps en temps, vous entendez, on dit, bon, il y a telle société qui est sanctionnée à 10 millions, ainsi de suite. Et puis, bon, elle est toujours là et elle fonctionne. La sanction pécuniaire et non pénale. Et non, pécuniaire, justement. Bon, donc, la chaîne oui, de responsabilité dans cette histoire part de très loin. Et quand on a creusé, on retombe sur quelque chose qui nous pend au cou, le contentieux historique. Parce que c'est bien beau aujourd'hui d'indexer les Vietnamiens, parce que bon, on est en train de faire la concurrence. oui. Il faut savoir, nous, quand on était tout petit, la plus grosse industrie, c'est-à-dire les seules industries qu'il y avait au Cameroun, c'était les scieries. Nous ne savions pas qu'il y avait autre chose comme industrie. La ville de Manengolé dans le Mungo était célèbre parce que c'est la seule ville qui avait une industrie. Donc il y avait une scierie de bois. Donc le bois chez nous est exploité depuis avant l'arrivée des pauvres asiatiques qui sont, quand on regarde très bien, des prête-noms français. Parce que ça, il faut le dire, c'est les Français qui sont à la tête de ces entreprises-là. Et aujourd'hui, il y a l'interface. On essaye de présenter d'autres parce que la concurrence, elle arrive. Tu as cité ces bois ailleurs. Mais chez nous, il y a le Bibinga qui interdit d'exploitation. Mais tous les jours, on en coupe. Et Albert Anatole disait tout à l'heure, et c'est ça le scandaleux, nous avons essayé de faire ce genre de repérage-là au parc à bois. Donc, identifier certains grumes en place, et nous sommes venus 5 ans, 10 ans après, ces grumes sont là. C'est une destruction. Et comme ça, dans les forêts, sur les routes, on détruit et on laisse traîner. Et bon, pour faire fonctionner la machine capitaliste, on organise, en fait, on distribue les rôles, il y a les Greenpeace qui crient pendant qu'on exploite, ainsi de suite. Donc, de l'enfumage, parce que si on doit arrêter, on peut arrêter. On peut arrêter, et pour arrêter cela, il faudrait la contribution de tous. Et justement, en commençant par les responsables locaux. Ces responsables locaux sont un peu complices parce qu'on leur balance des menus frétins. Chaque fois que vous avez vu une population s'organiser pour résister, c'est pour demander sa quote-part. Nous n'avons pas encore vu une population qui se lève pour dire trop c'est trop, on arrête. Non, c'est que ce qu'on devait nous donner, on n'a pas donné. Et c'est suffisamment grave. Maintenant, cette loi demande un certain nombre de choses, notamment l'accès
C'est un scandale. Quand vous allez dans un coin comme Yabassi qui est dévasté au quotidien, l'état de route est inquiétant. L'état de route est inquiétant et pourtant la loi est claire là-dessus. Il faudrait que nous puissions indexer le principal responsable. Le principal responsable, c'est celui qui a signé des accords en 59 avec lui-même. C'est le responsable. Et si nous attaquons ce responsable-là, on remontera peut-être jusqu'au Vietnamien, mais le responsable, c'est celui qui a signé les accords de 59 avec lui-même, c'est-à-dire la France. On vous a compris parfaitement, hein, messieurs. Permettez-moi de lire des messages de nos téléspectateurs ce matin. Ils sont d'ailleurs très nombreux à nous suivre tous les matins. Bonjour Steve Ngos et son panel. Mon coup de gueule de ce matin concerne la finalité du panafricanisme dont nous sommes des adeptes. Hier matin, lors de la revue de presse d'hier matin, Alassane Dramane Ouattara déclarait dans un journal, je cite, « Ceux qui parlent d'alternance peuvent encore attendre. » Fin de citation. Je crois que c'est cuit. Comme on dit au quartier, nous sommes en train de lire Monsieur Touaï Foulane à Yaoundé. On vous comprend, Monsieur Foulane, depuis des fidèles téléspectateurs de DBS Matin. À propos du débat de ce matin, s'il vous plaît, n'oubliez pas les vies que cette activité d'exploitation forestière ôte par accident de circulation interposé. Monsieur Otou Aïfoulane Yaoundé, plus écœurant encore, la main-d'œuvre que ces exploitants utilisent est disproportionnée par rapport à leurs bénéfices. Le siège social de ces sociétés se trouve dans les mallettes. Monsieur Otou, toujours du côté de Yaoundé. D'ailleurs, les images en disent long d'ailleurs ce matin. Bonjour Monsieur Ngos et tous les panélistes, j'ai une question pour Monsieur Sapak. On dénonce le racisme, le franc CFA, les hold-up politiques et autres, mais est-ce qu'on peut dire que mener une lutte féroce à l'échelle internationale contre l'exploitation de nos ressources naturelles n'est pas finalement le véritable combat que les Africains doivent mener? Merci à vous et bonne journée. C'est Moto depuis la Suisse. Oui, absolument. C'est nous d'abord, oui. Les autres ensuite. Vous comprenez? Quand on doit poser le diagnostic, il faut passer par une introspection responsable. Donc, en évitant justement le langage diplomatiquement et politiquement correct. Parce que la stratégie de l'esquive est celle qu'on a collée dans les subconsciences des Africains pour qu'on pense et on réfléchisse des choses qui ne nous concernent pas. Alors, on va vous parler des choses qui se passent en France, ce qui se passe en Indonésie, et machin. On vous interdit de parler des choses qui parlent de vous-même. Et donc, c'est pour ça. Donc, la chaîne de banditisme qui est sur l'exploitation, puisque nous sommes sur les forêts ce matin, cette chaîne-là est une chaîne qui est, comment dire, elle est pour lui, il pose bien la question. Est-ce que ce n'est pas ça le combat aujourd'hui? N'est-ce pas là pour dire non entièrement et totalement? Il faut dire non entièrement parce que je voudrais prolonger dans ce que vous êtes en train de dire, Steve, que la responsabilité, je ne vais pas la coller sur ceux qui viennent de l'extérieur. C'est nous-mêmes. Hein? Quelle est l'estime que nous avons de nous-mêmes? Si nous pensons que nous ne valons rien, les autres vont nous considérer comme des gens qui ne valent rien du tout. Donc, c'est en fonction de ça, justement, qu'il faut faire l'analyse. Et donc, quand vous comprenez, président de la République, Premier ministre, les ministres, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les maires, les commandants de brigades, les procureurs, c'est qui? C'est nous. Donc, c'est nous qui permettons à ces gens, justement, de venir exploiter chez nous. Et donc, c'est clair, comme le dit le frère, eh bien, la révolution doit être totale pour que ce soit d'abord nous, avant les autres. Parce que nous ne vivons pas dans un vase clos. Il faut bien que cela soit clair. Et justement, pour sortir dans sa réponse, vous savez que l'Est, vous avez évoqué l'Est tout à l'heure. Donc l'Est, c'est 109 000 km². Ça, c'est au Cameroun. 109 000 km², le quart de la superficie nationale. Là-bas, pour partir de Bertoua, la capitale, pour Melundu, à la frontière avec le Congo, c'est 3 jours minimum. Vous comprenez? Parce que ces forestiers détruisent la route déjà et ne la refont pas. Ce qui fait que pour se déplacer d'un coin à l'autre, c'est compliqué. Et donc, par extension, vous voyez sur l'énergie, il y a la lumière sur 2 heures, sur 24, là-bas par jour, dans la région de l'Est. Donc, vous comprenez très bien le degré de l'enclavement dans cette période-là. Et quand quelque chose va se produire là-bas, il serait en front de ligne, justement, pour expliquer ce qui se passe sur la région de l'Est. Merci beaucoup, hein, Patrick Sapak. Bonjour Steve, bonjour honorable parfum d'homme. À quand un débat sur les organisations comme l'ONU, WWF, UNESCO, comme l'ONU, d'accord. Eux-mêmes sont partisans du pillage des ressources, vu qu'ils sont financés par les multinationalistes. La jeunesse
jeunesse africaine doit se révolter. Il est temps de changer de gouvernement et de vision politique, surtout de ne pas élire des diplômés venus d'Europe. Il faut un homme qui a la haine de l'Occident, l'orgueil de sa nation et la révolte de l'histoire pour faire changer les choses et surtout, chasser les ONG. Pourquoi je dis chasser les ONG? Ils nous disent la déforestation est un abus à la santé de la planète. Donc, quand un bois de cette dimension, tel que vous nous le montrez, doit nous remettre en question, ce sont eux qui forcent la vente de nos ressources via nos gouvernements. Et quand ils ne sont pas d'accord avec le chef de canton, ils créent des conflits dans ces maisons. Et quand on débat sur les soi-disant dons, eh bien, faites au Cameroun. Merci, c'est Biadio qui nous écrit depuis l'Italie ce matin. Toujours ceux qui sont du côté et de l'autre côté d'ailleurs qui nous écrivent ce matin. Bonjour à tous. La rencontre entre l'Afrique et l'Europe a ramené l'Africain 2 ou 3 siècles en arrière. La rencontre entre Africains, Asiatiques, Orientales va détruire toute l'Afrique pour 2 raisons. Les mauvaises philosophies religieuses implantées en Afrique, mauvaises parce qu'elles ne servent pas l'humain. Le refus de l'Africain de regarder le monde avec les yeux d'un Africain. Une obsession folle à vouloir à tout prix ignorer les racines. Les Asiatiques savent qu'ils sont un peuple et lorsqu'ils sortent, ils savent qu'ils vont à la chasse. L'estime de soi a foutu le camp, nous dit d'ailleurs notre ami et frère qui nous écrit, c'est Ivan depuis Tokyo. Merci également à vous qui nous regardez depuis Tokyo ce matin. Bonjour le plateau, une bille de bois n'est tout de même pas un lingot d'or qu'on peut dissimuler aisément dans une caisse ou une banale valise. C'est une grue qui hisse et dépose cette bille dans la cale d'un gros cargo dans un port du Cameroun, au vu et au su de toutes les autorités portuaires. On ne peut donc véritablement pas dire que ces essences sortent de notre pays de manière frauduleuse. C'est la conséquence de la corruption officielle organisée par les fonctionnaires de nos pays. Monsieur, vous comprenez donc, c'est Étienne Gall qui nous écrit d'ailleurs ce matin. Bonjour Dibier, ce matin, j'aimerais vraiment que M. Sapak nous donne une réponse à la question à qui le monde doit de l'argent. À qui le monde doit de l'argent? Oui, moi je vous pose la question à vous qui êtes sur le plateau. Oui. Rapidement, en quelques secondes. Oui, à qui le monde doit de l'argent? À l'Africain. À l'Africain, bien évidemment. Parce que l'Afrique a servi le monde en tout. Même en intelligence, vous savez que toute l'intelligence du monde est portée par la sagesse africaine à partir des pyramides égyptiennes. Et nous allons vous produire des documentaires qui montrent très bien que toutes les inventions que l'on connaît, qu'on célèbre sur la terre, ont été faites par les Africains. Même la télécommande que vous avez entre les mains a été créée par un Africain. Exactement. Allez savoir justement pourquoi. Ils ont collé des brevets d'invention alors qu'ils ont dit... Non, je veux ajouter de l'eau dans le vin, n'est-ce pas, de sa part. À qui le monde doit de l'argent? À la race noire, notamment la race africaine, qui a subi l'esclavage, la traite négrière et tous les avatars et tout ce que vous pouvez imaginer. Merci monsieur. Puisqu'on pille chaque jour, on puise toutes les ressources et malgré tout, on nous fait comprendre que le monde est endetté. Et bien si le monde est endetté, c'est l'Afrique qui est endettée. C'est Arwata qui nous écrit depuis le Baba ce matin. Allons-y, monsieur. C'est l'Afrique qui doit payer la dette. Mais c'est tout l'Afrique qui doit payer la dette. Allez savoir. Bonjour les amis, sur le plateau, techniquement, c'est une salade indienne. Le problème de crime moral contre le continent africain. La seule manière de finir avec les bandits internationaux, c'est l'unité, la confédération de tout le continent le plus rapidement possible. C'est Mankov qui nous écrit depuis le Mali. Merci également à vous qui nous suivez depuis le Mali tous les matins d'ailleurs. Bonjour le panel, n'oublions pas qu'aucun étranger n'a le droit d'exploitation, mais ce sont les fils des grands de nos pays qui vendent, coupent, tout comme ici au Cameroun, avec les forêts du sud et de l'est. Suivez mon regard. On vous a compris. C'est le pasteur Akaba qui nous écrit ce matin. Eh bien, pasteur, on vous comprend parfaitement. Bonjour à tout le panel de DBS, vous m'avez beaucoup manqué, mais je suis déjà de retour. Très belle thématique, ma question est dirigée à M. Sapak. Ah ben vous avez du travail, hein. Quelle est la stratégie ultime qu'il faudrait impérativement mettre en place pour faire cesser ce pillage exorbitant et faramineux de nos forêts en Afrique? Votre fidèle téléspectateur, El Hadj Amadou depuis Yaoundé. Vous répondrez tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Bonjour le panel, le véritable problème de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même, la gouvernance africaine et l'ombre de ses dirigeants. S'il vous plaît, comment expliquez-vous qu'une cargaison de bois puisse disparaître du port? Bon, nous-mêmes on ne comprend pas. C'est ça aussi l'Afrique. Monsieur Steve, c'est juste de la mafia due à une complicité des dirigeants. C'est pour cette raison que les personnages comme les sous-préfets dans les villages accompagnent cette arnaque à travers leur autorité. Les Africains doivent comprendre une chose, nos dirigeants ne sont que là pour leur intérêt. Merci DBS, je suis Ignacio Renaud depuis Ndogbon. Merci également à vous Ignacio.
Bonjour Steve, j'avoue que je suis parfois perdu lorsque j'écoute vos panélistes panafricanistes en dehors de sa PAC défendre nos chefs d'État néocolons comme l'a fait Anatole Loré de son propos ce matin s'agissant de RFI Abdoulaye. Il l'a pas défendu, vous n'avez pas très bien suivi. Prière de prendre encore le temps de réfléchir avant de nous écrire d'ailleurs. Hein. C'est pas ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, il y a des preuves ici sur la table, sur ce plateau. C'est pas ce qu'il a dit. Soyez gentils. Bonjour sur le plateau, excusez-moi de rire pour l'interrogation est un peu légère. La véritable question est à qui profite l'exploitation forestière? Il profite au gourou de la finance internationale avec des subsides, des miettes qui tombent justement entre les mains des autorités. Et que nos autorités ramassent. Nous sommes dans un complot contre l'Afrique et j'avais dit sur ce plateau que nous ne pouvons pas adopter le même mode économique que les Occidentaux. Qui a fait faillite. Et que les Chinois sont en train de vouloir dupliquer. C'est pour cela que même la Chine et l'Asie deviennent un danger aujourd'hui pour l'Afrique. Il faut qu'on réfléchisse à un autre mode économique. Et pour qu'on réfléchisse à un mode économique endogène qui va protéger les intérêts des Africains, et justement, nous sommes obligés de passer par l'unité politique de notre continent. Et c'est encore plus dangereux. Justement, l'invasion asiatique est encore plus pernicieuse parce que même les impôts, ils ne sont pas capables de payer. Leur argent, ça part directement, ça va à Hong Kong. Non, ça reste même pas dans... mais ça tombe entre les mains des fonctionnaires véreux qui s'enrichissent, n'est-ce pas, sur ce parce que l'argent des Chinois, ça part par une banque de la place, ça ne doit pas là. Hein. Oui, mais vous vous souvenez de ce ministre, n'est-ce pas, qui était ministre de Mines et Énergie, mais vous savez que c'est pas le biais d'une banque chinoise qui s'est fait accompagner pour aller ramasser son magot. C'est-à-dire que c'est des rétrocommissions, mais qu'on décaisse ailleurs. Vous savez très bien comment ça se passe. Messieurs, merci. Mais c'est évident, cette exploitation profite à l'ordonnateur et à l'exploitant. Le bas peuple est toujours en reste pour ce cas camerounais. Je dirais même que c'est une bonne chose, sans extrapoler d'ailleurs, hein, que les particuliers l'ont fait clandestinement, quoique cela soit à décrier. Poussons notre analyse plus loin depuis que le gouvernement ordonne ou gère le dossier du bois. À qui cela a-t-il réellement profité? À personne, sauf à eux-mêmes d'ailleurs. Si ce n'est au ministre et au plus nantis. Nous avons du bois ici, mais il en manque comme chauffage dans nos maisons. Le prix du charbon, c'est du tais-toi. Combien de Camerounais aussi moyens quel leur niveau de vie aux bourses peuvent se vanter d'avoir un salon en bois digne de ce nom celui. Même la construction en carabote, on est avec encore, est un luxe aujourd'hui. Il faut que les Africains sachent que personne ne viendra exploiter leur forêt pour leur profit. Il faut que les gestionnaires, c'est-à-dire les gouvernements, rendent compte au peuple et œuvrent pour le peuple. C'est pas juste le cas du bois, c'est grave dans tous les secteurs. Or, diamant, bauxite, quelle honte! Quelle Afrique voulons-nous pour léguer à nos enfants? Là est la grande interrogation. C'est Guy qui nous écrit depuis Yaoundé, la capitale. Il nous a écrit d'ailleurs une belle Bible d'ailleurs ce matin. Bonjour DBS, merci pour votre engagement et je vous assure que d'ici 10 ans, les choses vont beaucoup changer en Afrique grâce à vous. S'il vous plaît, bien vouloir ajouter ce numéro dans le forum WhatsApp DBS Matin. C'est Blaise depuis la Cité SIC. Je pense que monsieur Ngeti est là, il s'en chargera tout à l'heure, ne vous inquiétez surtout pas, vous qui voulez justement entrer dans le fan club DBS Matin. Bonjour DBS, bonjour, parfait, l'exploitation des forêts camerounaises profite surtout aux expatriés et aux charognards camerounais qui se couchent, qui se soucient jamais de leur pays ni du continent. C'est toujours pareil pour Bolloré. Nous devons descendre tous dans les rues pour dénoncer cet état de choses qui perdure. Merci, c'est André-Marie qui nous écrit depuis le Gabon. Bonjour DBS, merci pour vos efforts. Dieu veillera toujours sur vous. Kofi du Togo, bonne journée à vous. Merci également à vous Kofi depuis le Togo ce matin. Bonjour DBS, chaque fois que je suis votre émission sur l'exploitation de l'Afrique, j'ai terriblement mal. Qu'est-ce qui nous empêche de nous révolter contre ces gens? Je vous pose la question à vous, Ramikoué, rapidement. Ce qui nous empêche de nous révolter, bon en fait, nous nous révoltons. Oui, nous sommes révoltés. Peut-être que c'est pas suffisant. Mais nous mettons toujours de côté quelque chose d'assez important. C'est, je prends le cas du Cameroun, c'est ce que nous avons eu comme raté au moment de la fin de la tutelle. Oui. Parce que quand à l'époque les colons ont manœuvré, nous ne voyions pas véritablement le piège. Parce que quand les nationalistes disaient réunification d'abord, après une constituante,
après la constituante des élections et on remettra le pays entre les mains de ceux que le peuple a choisi. C'était quelque chose d'important. Mais on a raté ça et maintenant on a remis entre les mains de ceux qui ne voulaient pas de cette indépendance, de cette autonomie-là. Et c'est ça le départ de tous les problèmes. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui sont des laquais, sont des agents de cet impérialisme-là. Et nous, et tout ce qui est fait chez nous est décidé ailleurs. Merci beaucoup, messieurs. Et donc nous devons nous lever contre cela. Nous lever contre cela, c'est laisser nos revendications je ne sais pas moi, politicienne là, pour comprendre l'enjeu véritablement et nous mettre en ordre de bataille et vraiment souder pour, premièrement, arriver à cette transition-là. Parce que certains pensent que tout est déjà bon, on peut faire de la politique. Et je crois que c'est ça le problème. Il nous faut une transition, c'est-à-dire revenir aux fondamentaux de ce que nos dévanciers ont mis en place et ainsi de suite, nous allons avoir notre pays entre nos mains et nous pouvons continuer. Absolument. Et pour prolonger, Steve, à votre permission, je vous amène au Gabon. Au Gabon, parce que là-bas, le script est assez éloquent. Lorsque Ali Bongo est préparé à Paris pour remplacer son père, qui est mort au Maroc, mais on a envoyé sa dépouille en Espagne pour qu'on le prépare justement à la compréhension des rouages et des méandres intimes qui accompagnent ces indépendances sous contrôle. Et il revient, on est sûr avec Sarkozy qu'il va faire la suite de ce que Bongo a fait. Alors quand il arrive, il prend la première décision. Le bois gabonais, la première transformation va se faire au Gabon. Ces gars sont restés, ils ont dit, mais monsieur, il doit être malade. Hein? Il dit que le bois gabonais, la première transformation va se faire au Gabon. Très bien. André Baobam, on lui dit, viens à Paris. Et voici les vrais résultats. En réalité, c'est toi qui étais premier. Cet imbécile n'a même pas été foutu d'être deuxième. Il était troisième parce que c'est Pierre Maboundou qui était deuxième. Alors, donc tu rentres à Libreville avec ton gouvernement dans la mallette pour qu'il dégage. Et s'il ne veut pas, nous savons ce qui va se passer. On va mettre en place un dispositif sécuritaire pour vous sécuriser à l'aéroport Léon-Bas. Il est revenu en vitesse de Paris avec son gouvernement dans la mallette pour recommencer sa victoire. C'est là où Ali Bongo, comme il a donc été préparé par ces gens, donc il n'avait pas la détermination nécessaire pour poursuivre de manière opiniâtre ce qu'il avait décidé. Eh bien, il a dit ok, je vais un peu m'assainir. Donc laissez ça faire. On a demandé à Baobam de vérifier son compte. Donc pour le jeu politique qu'il a fait. Et le bois gabonais continue d'être exploité comme cela fut le cas. Voilà pourquoi 353 conteneurs de bois de Kevazingo. Tout à fait. Tout à fait. Du port. C'est donc pour dire, comme Hilaire disait, la détermination du peuple. Mais ce bois de Kevazingo disparaît au port, devant la douane. Oui. Mais ce qui est grave, c'est que le ministre gabonais, oui, n'est-ce pas, des forêts, de l'environnement, vous savez qui c'est? C'est un Anglais qui s'appelle Liwet, qui est soi-disant docteur, n'est-ce pas, dans le domaine, n'est-ce pas, de l'environnement, mais qui est le premier pourfendeur de cette politique de conservation, n'est-ce pas, de la forêt gabonaise. Vous voyez, on est arrivé à un moment, à un niveau où, dans le cas du Gabon, où ce ne sont même plus les nationaux qu'on met au poste de décision. On les dégage tous et on met maintenant des gens qui vont faire le boulot très rapidement parce qu'on ne sait pas, peut-être une révolution peut se déclencher au Tchad, au RCA et venir mettre en mal les plans qui sont les leurs. Donc maintenant, on revient à une recolonisation brutale en nous imposant comme ministre de blanc, bon texte, pas blanc, parce que tu as la nationalité française, je dis que les locaux d'Erne et qui décident, n'est-ce pas, un conseil, je ne sais pas quoi, qui décide de la politique et de la gestion des forêts gabonaises à la place des Gabonais. Voilà la réalité. Messieurs, sommes-nous si aveugles ou indifférents? Autant mieux vendre le Cameroun et se partager l'argent. Chacun se bat avec. C'est Joanne depuis le Cameroun à Baganté précisément. Bonjour DBS, vous êtes l'œil et la bouche de l'Afrique. Que Dieu vous accorde longue vie à vous et vos invités. Mohamed Chérif Sadio au Mali. Merci également à vous qui nous regardez depuis le Mali ce matin. Bonjour à l'équipe de DBS Matin. Je salue tous vos invités de marque et de qualité sur votre plateau, Monsieur Ngos. Mon coup de gueule ce matin s'adresse... Apparemment, votre coup de gueule, ça marche. Hein? Tout le monde maintenant me fait des coups de gueule. Même les téléspectateurs. Mon coup de gueule ce matin s'adresse à ces populations qui se laissent faire tout le temps par ces autorités administratives corrompues
corrompus, préfets, sous-préfets, les députés qui ne défendent que leurs intérêts. C'est aux populations de se réveiller. Un point, c'est tout. C'est signé Rigobert Gaudin depuis la France. Eh bien, même les Français nous regardent déjà. Steve, je ne suis pas d'accord, hein, vous n'avez pas fini de lire mon message. Je pense que faire un procès à RFI, il faut faire un procès à RFI. Non, bon, d'accord, on va faire un procès à RFI. Je vous ai dit que vous avez eu tort en tout cas. Hein. Albert n'a pas défendu Paul Biya. Je vous l'ai dit, n'a pas défendu aucun chef d'État africain. Son problème, c'est qu'il a déclaré haut et fort que RFI avait tort de le faire d'ailleurs. Bonjour le panel, revisez les vices dans nos serveurs. C'est incroyable tout ce qu'on peut voir et entendre. Maman Denise. Maman Denise est également avec nous ce matin. Bonjour également à quelqu'un qui nous écrit mais n'a pas laissé de nom. Je te dis bonjour. Bonjour Steve et le prestigieux panel. C'est triste pour l'Afrique. Une mère qui est très riche et dont les enfants meurent de misère. Nos fonctionnaires travaillent pour leur ventre. Patrick, tu as raison, la révolution c'est nous d'abord. Pour changer d'histoire, longue vie à l'émission. Que Dieu bénisse l'Afrique. Maman Mani, Mireille, Yatika, Douala. Vous savez que maintenant j'ai beaucoup de mamans partout dans le monde. Hein. C'est bonne chose. Tu es un fils heureux. Un fils très heureux. Bonjour Didier, ce matin, l'exploitation de nos grumes a des conséquences graves sur l'emploi car sa transformation sur place pourrait générer des emplois sur la biodiversité par une réduction considérable des essences, sur le tamisage de la forêt, une forme d'exploitation qualitative issue de la politique d'écrumage sur le terrain économique. Sur l'écosystème par déforestation et le braconnage, il existe une loi de 1994 qui interdit la déforestation, mais comme ils sont trop forts, ils ont pondu en 1999 une ordonnance rendant floue cette loi. Une révolution populaire est impérative. Je suis prêt. C'est Stéphane Sullivan, Onana depuis Bruxelles. Stéphane, tu es loin. La révolution, c'est... Mais je vois que Stéphane est dans les propositions et c'est très bien. C'est une très belle proposition d'ailleurs. Il faut compléter pour dire qu'il y a une stratégie. Non. Et puis Stéphane, vous savez, il y a des essences là. Ouais. Il y a des essences là. Quand vous les coupez, elle ne peut plus repousser. Pourquoi? Il y a un lien étroit entre la forêt, c'est-à-dire et la faune. Il y a ces essences-là dont le nom va me revenir. Pour qu'elles puissent germer, il faut que l'éléphant consomme des fruits. Oui. Et c'est dans le ventre, pendant la digestion, que cette essence-là commence le processus qui va donner la possibilité, avec la bouse que l'éléphant va éjecter, de pouvoir germer. Si vous tuez donc les éléphants parce que vous avez ouvert les voies aux braconniers, vous donnez plus la possibilité à cette essence-là de pouvoir être, c'est comme une abeille quoi, qui pollinise, n'est-ce pas, de pouvoir essaimer ce fruit-là pour donner la possibilité à cette essence de pousser. Merci beaucoup. Messieurs, terminons rapidement parce que le temps nous est imparti. Bonjour sur le plateau, je suis très fan de l'émission. Merci pour ce que vous faites. Grâce à vous, nous voyons les réalités de l'Afrique. Où est passé le docteur Mbelek? Merci de bien vouloir m'ajouter dans le forum WhatsApp. Merci, c'est Johnson de Pugnal-à-Château. Mais le docteur Mbelek, il était là avant-hier. Il était là, ne vous inquiétez surtout pas. Je vais terminer avec les autres, hein, ils sont nombreux d'ailleurs. Messieurs, c'est ici que va s'achever cette autre édition de Didier ce matin. Elle fut très courte, mais bon, peut-être pas courte, mais même heure. Pas courte parce que le directeur général Ouesso vient nous envoyer une dépêche là pour dire que vous ajoutez 15 minutes. C'est terminé. Donc, alors j'étais en train de dire pour terminer rapidement à Steve que Sullivan a touché du doigt la réalité. Mais maintenant sur le plan économique, il y a une stratégie de substitution aux importations. C'est-à-dire que nous devons d'abord produire ce dont nous avons besoin ici et habituer nos populations à consommer d'abord local. Et pour que cela soit techniquement possible, il faut mettre en place une stratégie adossée sur l'exportation des biens à forte valeur ajoutée. Merci donc beaucoup. Les dérivés du bois, c'est au moins une soixantaine. Mais nous passons tous les jours à importer tous les dérivés. Ce bois qui sort de manière brute est transformé là-bas. Et nous l'achetons. Exactement. Et donc il faut absolument que cela soit mis en place. Mais il faudrait avant qu'à la tête de nos États terminent des gens qui ne vont pas reculer comme Ali Bongo a reculé. Merci beaucoup. On a voulu le légaliser. Pascal Bafé, donc je vous dis merci d'avoir été là ce matin également. Merci Steve. Albert Natola ici, merci également d'avoir été là ce matin. Écoutez, moi je suis très navré qu'on n'ait pas pu nous ajouter un peu plus de temps parce que il y avait beaucoup à dire. Mais écoutez, je ne peux pas sortir de cette émission sans quand même indiquer que lorsque les lois qu'on pense sérieuses sont votées, il faudrait que ces lois soient appliquées. Je ne sais pas à quoi servent justement ces brigades qui contrôlent, n'est-ce pas, comment vous appelez ça, les eaux et forêts, voilà. À quoi ça sert les brigades des eaux et forêts aussi, ils sont... Par exemple, on se retrouve en train de... Lorsqu'on retrouve les essences rares ou interdites d'exploitation dans les bateaux.
Il est Rameko, merci également d'avoir été là ce matin. Merci Steve, mais il faut dire une chose, c'est que nos dirigeants sont les principaux responsables parce qu'ils nous ont été imposés. Exact. Et nous devons nous mobiliser pour mettre un terme au système qui est en place. Voilà. Et pendant ce temps, Biagio, depuis l'Italie, continue de faire son gouvernement. Vous êtes président dans ce gouvernement-là. Non, c'est le président. C'est qui sera assassiné. Mais non, c'est pas parce que j'ai peur d'être assassiné, au contraire. Ce que nous faisons, c'est très grave. Mais je dis que je suis pour l'unité politique de notre continent. Oui. Je vous assure. Il y a de l'énergie. Il faut libérer cette énergie dans ce continent. Et vous allez voir, nous allons faire des pas qualitatifs. Le miracle africain, n'est-ce pas, c'est un auteur français qui disait, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Moi je dis, quand l'Afrique sera débarrassée de ces hommes liges et de cette tutelle occidentale, l'Afrique sera un paradis où tous les enfants du monde viennent. Monsieur, permettez-moi de lire ce message qui vient, une information d'ailleurs. Bonjour Monsieur Ngos. Il y a des Chinois qui font dans le charbon de bois à Yassa, au détriment des Camerounais. C'est Daniel qui l'écrit d'ailleurs ce matin. Ils vendent les beignets. Ils ont vendu les beignets chez nous. Madame, messieurs, c'est ici que va s'achever cette autre édition de Libye ce matin. Nous allons faire un grand coucou à tous ceux qui nous regardent depuis Baganté, à Joanne qui nous écrit pour me dire de saluer Baganté. Bonjour à tout Baganté qui regarde Libye ce matin d'ailleurs tous les jours. Hein, il faut le préciser. Bonne journée à toutes et à tous. Comment on le dit à Mendumba? Bonjour Baganté, on dit quoi? Amela. Mechacho, c'est ça? Mechacho. Tu Mechacho? Non, mais Mechacho c'est le babou. Mesdames, messieurs, plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition de DBS ce matin. Bonne journée à toutes et à tous et à demain, si peut-être Dieu. Au revoir.